Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la série Perspective que je développe sur Sunrise. L'idée, c'est de réfléchir sur des sujets de fond, dont évidemment l'écologie fait partie, pour imaginer ce que peut être la droite de demain, le monde de demain, de manière plus large. Il n'y a pas que la droite dans la vie, même si c'est quand même une part importante de ce qui nous attend pour sauver notre civilisation. Et j'ai le plaisir, pour cette émission dédiée à l'écologie, de recevoir Victor Aubert et Julien Langella. Salut les gars. Bonjour à tous. Merci Nicolas. Salut Nicolas. Bon, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, l'idée, c'était de faire un petit peu une suite, ou plutôt un développement plus complet, après une première émission qu'on a réalisée avec Victor sur Radio Courtoisie, dans la matinale Ligne Droite. Quelle doit être l'écologie de droite? Pourquoi un tel retard écologique à droite? C'était le thème. Et l'émission, c'est le principe d'une matinale, d'une radio. C'est pas pour cracher dans la soupe. Au contraire, c'était déjà une belle émission. Mais le problème, c'est que c'est quand même très frustrant parce que c'est très court. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de prendre un peu plus de temps pour évoquer ce sujet qui me paraît absolument central et qui ne paraît pas central qu'à mes yeux, mais aussi aux yeux de beaucoup d'autres. À droite, on a vu qu'il y avait une effervescence depuis plus d'un mois, depuis plusieurs semaines sur cette question écologique, avec des mentions de la croissance, la décroissance, la sobriété, la biocivilisation, concept avancé par Julien Rochdy dans son dernier ouvrage et dans une vidéo, dans un entretien à Livre Noir. Bref, la droite se pose des questions sur l'écologie. Donc voilà, moi c'est un sujet qui me parle, évidemment. Sur Sunrise, vous avez pu le voir avec notamment cette série que je réalise, Wildside, voilà, où il y a plusieurs vidéos sur la question écologique. Bref, c'est un sujet qui me parle. Maintenant, la question c'est quelle doit être l'écologie, quelle doit être la place de l'écologie à droite. Voilà. Et pour répondre à cette question et plein d'autres, parce qu'évidemment, c'est un sujet très vaste avec de multiples ramifications, je suis content d'avoir Victor et Julien qui vont pouvoir, avec qui on va pouvoir échanger, débattre, amicalement bien entendu, sur cette question. Je rappelle avant toute chose que Victor Aubert et Julien Langella sont des membres éminents d'Academia Christiana, puisque Victor, tu es le président de cette association, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Donc voilà, c'est cet institut de formation politique, laboratoire d'idées, réseau d'initiatives, qui organise d'ailleurs ce samedi à Paris un colloque dédié à l'écologie, donc raison de plus de faire cette émission. Est-ce que Victor, est-ce que tu peux nous présenter ce colloque en quelques mots? Donc l'idée, elle est un peu dans la continuité de cette émission, c'est qu'en fait, à droite, l'écologie a été un sujet qui a été un petit peu délaissé ces dernières années. Alors c'est un sujet qui est en train de remonter de manière générale. On en parle de plus en plus d'écologie à droite, comme tu l'as évoqué dans ton introduction avec le livre de Julien Langella et d'autres interventions. L'Institut Iliade y avait consacré un colloque il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Et l'idée, c'était d'une part, donc, nous en tant qu'institut chrétien, de réfléchir à qu'est-ce que pourrait être une écologie chrétienne. Le pape François avait inauguré son pontificat par une écologie Laudato Si, par une encyclique Laudato Si sur l'écologie. Et là, il vient donc de redonner une dernière instruction pontificale sur le thème de l'écologie. Donc c'est d'une part de réfléchir en tant que chrétien en quoi cette question-là nous concerne et comment la formuler. Et puis d'autre part, de manière plus générale, au sens un peu naturel, en quoi il peut y avoir une écologie conservatrice, une écologie de droite, en quoi elle peut se formuler. Et donc on a décidé finalement de ne pas axer ce colloque-là de manière vraiment militante, au sens où Academia Christiana n'est pas un parti politique. Donc l'idée, c'est d'être un peu qui est une libre parole, où on invite des gens qui peuvent être de différentes tendances sur cette question écologique, d'avoir une partie du colloque qui soit un petit peu, on pourrait dire, explicative, c'est-à-dire développer des concepts, en gros, rendre de manière un peu plus pédagogique et accessible un certain nombre de concepts autour de la notion d'écologie, en quoi finalement, quelles sont les racines conservatrices de l'écologie, et puis ensuite d'évoquer les rapports vraiment contemporains entre l'écologie et la jeunesse, entre justement qu'est-ce qu'une écologie conservatrice et en quoi aussi on va avoir des acteurs, typiquement François Nollet qui a créé en fait le premier village Laudato Si, donc en réponse à l'encyclique du pape François, qui est en gros une communauté qui s'est regroupée autour de l'écologie intégrale
et qui vit donc dans une sorte d'éco-hameau, hein, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils présentent leur initiative. Et donc voilà, d'avoir des retours d'expérience aussi sur des acteurs qui ont mis en pratique cette écologie dans leur propre vie. Voilà. Donc c'est vraiment d'essayer de présenter un panel assez large d'initiatives, de pensée, de réflexion, pour que chacun puisse se faire son idée, et puis que ça puisse ouvrir le débat, et qu'à la fin, ça débouche évidemment sur des choses fécondes, hein, parce que le but, c'est pas simplement que de parler et d'animer des choses, c'est qu'il puisse y avoir des initiatives concrètes qui puissent sortir de ce colloque. Donc, ce colloque qui a lieu ce samedi 4 novembre à Paris, voilà, la vidéo paraîtra quelques jours avant, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Écoutez, les amis, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Avec une première question, je vais te redonner la parole, Victor. Le concept d'écologie est quand même très marqué, allez, on va dire pris en otage même quasiment par la gauche. En tout cas, ça a été le cas ces dernières années, au moins sur un plan politico-médiatique, on va dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette mainmise de la gauche là-dessus, parce que c'est quand même l'un des premiers éléments qui frappe quand on s'intéresse à la question de l'écologie et de la droite, c'est que finalement, c'est la gauche qui gère un peu tout ça. Alors, donc en fait, si on veut revenir très brièvement sur avant la mainmise de la gauche sur l'écologie, effectivement, il existait une réflexion critique de la modernité et de la technique déjà dès le 19e siècle, avec des mouvements agraires, au début du XXe siècle, et donc finalement avant la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt des mouvements proches de la paysannerie, des mouvements agricoles, plutôt opposés à la modernité, qui vont s'emparer de cette question-là sans qu'on la nomme, la baptise sous le nom d'écologie. L'écologie, à la base, c'est une science. C'est la science des écosystèmes. Et ensuite, ça va être dans la continuité de mai 68 qu'il va y avoir finalement, effectivement, là, que la gauche libertaire va s'emparer du sujet de l'écologie. Et puis, il y a donc, en gros, ce qui fait date, c'est le rapport du Club de Rome, hein, donc dans les années 60, qui montre justement les limites de la croissance. Et pour faire très simple, hein, c'est qu'en gros, une croissance infinie dans un monde aux ressources finies, ou en tout cas dans un monde dans lequel les ressources ne se renouvellent pas aussi vite que les besoins de la croissance le nécessitent, eh bien, on va arriver à un moment donné face à un mur, face à un pic au niveau de la croissance. Ouais. Et face à ça, pour moi, j'analyse au moins deux grandes tendances, et puis après, on subdivisera en complexifiant un peu les choses. Les deux grandes tendances, c'est celle, on va dire, plus institutionnelle, qu'on appelle le développement durable. Et le développement durable, pour faire simple, c'est de concilier d'un côté la croissance et une transformation sur le plan des énergies qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en gros, en fait, c'est d'arriver on pourrait dire, le développement durable, c'est un compromis. En gros, on garde les impératifs de la croissance économique parce qu'ils sont nécessaires pour le développement des pays en voie de développement. Ouais. Et en même temps, on essaye de trouver des technologies comme l'éolien, comme les panneaux solaires, comme des énergies vertes, etc., qui vont diminuer notre impact carbone. Ensuite, il va y avoir une critique du développement durable, qui est justement le mouvement de la décroissance. En gros, on pourrait dire les deux grandes tendances de l'écologie contemporaine, c'est le développement durable et la décroissance. La décroissance consiste que finalement, considère que le développement durable est un mensonge, une impasse, qu'en fait, on ne peut pas concilier la croissance et l'écologie, que ce sont deux notions antinomiques. Et donc, il faut décroître. Donc, là, je vais donner des slogans, mais ces slogans, ils sont parlants. Hein. C'est la sobriété heureuse, c'est le retour à la terre, c'est une forme de retour au mode paysan, donc avec les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, les fameuses AMAP. C'est le journal La Décroissance. Et donc, c'est finalement des enfants de mai 68 qui, pour certains, vont s'installer dans le Larzac, etc., et vont décider finalement de rompre avec un mode de vie consumériste. Hein, c'est une critique finalement assez radicale du capitalisme. Tout à fait. Et puis, il y a une troisième tendance plus contemporaine qu'on peut retrouver un peu dans les marches pour le climat, etc., qui va être une écologie vraiment plus colonisée par le gauchisme, donc avec une écologie anti-chasse, avec une écologie finalement très hostile à l'homme. En fait, et ça c'est quelque chose de très moderne, c'est l'opposition entre l'homme et la nature. C'est considéré finalement que l'homme, d'ailleurs c'est le mot anthropocène, c'est considéré que finalement c'est tout le réchauffement climatique et toute la crise écologique, c'est la faute de l'homme et qu'il faut sauver la nature contre l'homme. Tout à fait. Et donc, du coup, ce qui va amener avec le mouvement vegan et d'une certaine manière un mouvement d'une écologie compatible avec le wokisme et qui est très contemporaine, très urbaine,
et qui marche beaucoup finalement au sein d'une jeunesse plutôt bourgeoise, ou en tout cas assez vulnérable, on va dire, sur les mots d'ordre des médias contemporains. Ok. Donc voilà, donc là on pourrait dire on a la scène de l'écologie contemporaine, et à droite finalement, comme à droite on est un peu, enfin quand j'emploie le mot droite parce qu'encore une fois, comme on l'avait dit dans l'émission sur Radio Courtoisie, la notion de droite c'est une notion extrêmement polysémique, mais si on parle de la droite de gouvernement, on a une droite qui a toujours été plutôt en faveur de la croissance, qui s'est positionnée plutôt en faveur du nucléaire, plutôt hostile, on va dire, à tous les projets qui limiteraient, on pourrait dire, la souveraineté énergétique et les grands projets de développement qui nécessitent des ressources importantes sur le plan énergétique. Et donc la droite qui a refusé, en quelque sorte, qui a fait un petit peu un barrage intellectuel à une transition agricole et une transition énergétique. Une droite qui s'est plutôt, finalement, qui est devenue une droite libérale sur le plan économique, tout en étant aussi une droite assez étatiste et assez bureaucratique, parce que tout ça passe évidemment par le relais des institutions européennes. Okay. Et puis, Nicolas, tu m'interromps si mon développement est trop long. Non, mais vas-y. J'avais fait l'expérience, il y a maintenant plus de 10 ans, j'avais fait un stage à la DG Agri, donc en fait l'institution au niveau de la Commission européenne qui gère justement la politique agricole commune, parce que on peut pas, je pense, parler de la question écologique en Europe, en tout cas sans parler de la politique agricole commune et de la DG Agri. Et dans ce stage, j'avais remarqué qu'en gros, il y avait un certain nombre de dogmes qui n'étaient pas du tout remis en question. Okay. À savoir, c'est une idée qui date vraiment de la post-Seconde Guerre mondiale, hein, avec la création de toutes les des institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, etc. Qu'en gros, si on n'est pas sur un modèle d'une agriculture qu'on appelle aujourd'hui conventionnelle, mais donc d'une agriculture productiviste qui utilise des pesticides, des intrants chimiques, on ne pourra pas nourrir la planète, et du coup, qu'en gros, il n'y a pas d'alternative, en quelque sorte, à cette agriculture-là. Et tout ça, c'est aussi relayé par des lobbies. Moi, c'est vraiment, je l'ai vécu pendant mon stage. Tout au long de ce stage, on était à la fois, en gros, dans la journée, on avait des cours, en quelque sorte, au sein de la DG Agri. Ouais. Et puis, le soir, on était invité au restaurant par des responsables de lobby qui s'occupaient tant de vendre du matériel agricole que des intrants chimiques, etc. Et qui, en gros, voilà, essayaient d'une certaine manière de nous formater intellectuellement pour nous faire comprendre qu'il n'y avait pas d'alternative. Hein, okay. C'est encore une fois le slogan de Thatcher, hein, there is no alternative. Voilà. Et donc, du coup, je pense qu'on est formaté dans un monde dans lequel, en gros, on a soit, quand on est à droite, on a soit, en gros, la fable gauchiste qui nous paraît très romantique, manquée de concret, d'application dans le réel, ou en gros la raison capitaliste qui nous explique qu'en gros pour nourrir les humains sans pesticides c'est pas possible parce qu'on est 8 milliards aujourd'hui, et du coup voilà. Donc en gros, moi ce que j'aimerais peut-être, ce qui me semblerait intéressant, c'est peut-être de vérifier s'il n'y a pas une troisième voie. Ok. Non, bah écoute, c'est intéressant. Il y a un premier développement qui montre qu'effectivement, la gauche s'est quand même positionnée de manière très importante sur le créneau écologique. Julien, toi, tu voulais peut-être rajouter un mot sur le fait qu'il y a quand même un élément, un point écologique très important qui anime le débat aujourd'hui et qui focalise en fait toute l'attention de la gauche notamment, mais pas que, hein, de l'ensemble du spectre politico-médiatique. C'est la question climatique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette focalisation? Oui, tout à fait. Alors, si je peux, j'aimerais rebondir brièvement sur ce qu'a dit mon camarade au sujet de la définition du clivage entre une économie environnementaliste d'État, un peu consensuelle, et puis celle plus radicale, fondée sur l'opposition entre l'homme et la nature. Je crois que l'écologie aujourd'hui, les écologistes nous en ont dégoûté, et ce que l'on voit d'hystérie anti-chasse, anti-corrida, etc., pour moi, c'est pas de l'écologie, c'est même pas de l'écologie radicale. On est, selon moi, dans une exaltation du care, en anglais, la bienveillance. On n'est plus dans l'écologie, dans le projet politique global, on est dans l'idéologie de la bienveillance. Donc bienveillance envers tout le monde, les plantes, alors les femmes, bon, ça c'est normal, les droits des femmes, etc., mais les plantes, les animaux. Et donc on n'est que sur des luttes sectorielles, tel ou tel animal, telle ou telle espèce végétale. Bon, on va avoir beaucoup d'amitié pour une trace de vie découverte sur Mars, mais en revanche, les enfants à naître, c'est pas une trace de vie pertinente pour des gens qui défendent l'avortement.
justement. Bon. Mais l'écologie radicale, initialement, c'est pas ça. Victor a cité la décroissance, on peut citer Charbonneau, plein d'auteurs comme Ellul, Jacques Ellul, etc. J'aimerais d'ailleurs parler du journal La Décroissance ou de l'Écologiste, dont le fondateur Edward Goldsmith a été très proche d'Alain de Benoît. Les deux revues historiques de l'écologie radicale en France, ont pris position contre la PMA, contre la GPA. Là, j'ai lu récemment un article à charge contre l'idéologie No Kid. Donc en fait, l'écologie la plus radicale, c'est à mon sens aussi la plus intéressante, c'est celle qui est la moins visible parce qu'on est à l'ère de l'image, et donc évidemment, c'est ceux qui font le plus de dégâts en taguant la voiture du ministre comme à Sainte-Soline, qui font les gros titres. Mais je crois qu'il y a une écologie radicale, celle incarnée par Serge Latouche et d'autres, qui est extrêmement intéressante, et c'est sûr que c'est devenu illisible pour le public aujourd'hui. La situation idéologique politique est devenue illisible. C'est marrant parce que là je suis en totale contradiction avec toi là-dessus, donc c'est marrant, on va avoir du débat dans cette émission, c'est très bien. Est-ce que tu peux revenir sur la question du climat oui, alors effectivement c'est l'une des questions centrales aujourd'hui, hein. Oui, c'est devenu la question centrale. On me pose la question souvent. Je considère que la grande erreur des militants écologistes a été de focaliser toute leur attention là-dessus. C'est devenu la nouvelle question nucléaire. Voilà, ils ont échoué sur le nucléaire. Enfin, ils ont échoué. Oui et non, mais aujourd'hui, il y a toute une nouvelle opinion publique, même macroniste, qui est nucléaire compatible. Donc, ils ont échoué. Ils ont gagné pendant un certain temps. Je pense que là, ils sont en train d'échouer complètement et qu'on va revenir petit à petit au nucléaire. Non, je pense qu'il y a deux problèmes majeurs dans le réductionnisme climatique. Un, on parle de l'écologie du coup uniquement en termes techniques, donc c'est une discussion d'experts entre les climato-sceptiques, entre ceux qui y croient, ceux qui pensent que c'est causé par l'homme, d'autres qui y croient mais que c'est pas causé par l'homme. Et puis donc c'est un débat d'experts, donc on n'a plus le droit à la parole, et on vous exclut du débat quand vous n'avez pas des chiffres étayés à portée de main. Et puis le deuxième problème du réductionnisme climatique, c'est que ça nous entraîne vers le mondialisme, c'est-à-dire que le climat, fatalement, vous savez, le fameux argument comme quoi le climat ne connaît pas les frontières, donc il faut un gouvernement mondial. Donc je pense que la plus grande catastrophe pour l'écologie, comme pour le souverainisme et la question de la souveraineté nationale, c'est de tout réduire à la question du climat, c'est-à-dire un truc lointain, impalpable pour les gens. Et en plus, c'est pervers, parce qu'en fait, on vous fait la morale, on vous dit qu'il faut consommer moins de lumière, d'énergie, etc. Par contre, comme c'est une question mondiale, on ne peut pas voir les effets de notre action. Et donc, c'est le meilleur moyen de tuer l'écologie, c'est de tout réduire à la question du climat. Ok, bah écoute, c'est très intéressant. D'ailleurs, que l'objectif, c'est pas de faire avancer. Je pense que l'objectif, je finis, c'est peut-être pas justement de faire avancer l'écologie avec la question climatique, mais de discipliner les gens et d'en faire du bétail humain. On est passé du pass vaccinal au pass climatique. Alors, ça va être intéressant de parler de tout ça. Le décor est posé et je vois déjà effectivement des lignes d'opposition. Alors, bon, je l'avais dit dans l'émission de Radio Courtoisie, l'écologie, qu'est-ce que c'est ? C'est chercher l'harmonie entre le sauvage et la civilisation, hein, et voilà, effectivement, là-dessus, on pourrait se dire que la prise en otage de l'écologie par la gauche est absurde, puisque le gauchisme, je le rappelle, c'est entre autres choses une pulsion du ressentiment qui vise à la destruction de l'ordre et de la civilisation. Voilà, la grandeur, l'excellence, la beauté, etc. Et donc, c'est quand même pas illogique en soi que l'écologie l'écologie gauchiste soit finalement celle qui rejette le plus l'homme et qui se retrouve à attaquer finalement les fondements de notre civilisation pour ne laisser la place qu'à la nature avec un N majuscule complètement idéalisé, puisque nos chers amis écologistes de gauche, les bobos parisiens, je suis pas certain que dans une nature sauvage, ils durent très longtemps, voilà, sans l'aide de la civilisation. Mais on a effectivement cette mainmise de la gauche, ce qui est dommage, puisque l'harmonie entre la nature et la civilisation, entre le sauvage et la cité, c'est évidemment la droite qui peut la réaliser, puisque la droite est le camp de l'ordre et de la civilisation. Bon, alors, il y a plein de choses qui ont été dites. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de vous présenter rapidement ma thèse sur quelle est la place que la droite doit accorder à l'écologie dans son idéologie, dans son programme politique avec un P majuscule, hein. Je ne parle pas de politique politicienne, parce que là, c'est encore un autre sujet. Mais déjà, je fais ce développement qui me paraît essentiel. Il y a, depuis les années 30 et 40, pour faire très simple,
la découverte et la maîtrise du pétrole, nous sommes entrés dans un monde complètement différent de celui de nos ancêtres. Et il y a une révolution qui a été d'une ampleur absolument gigantesque et que l'on ne peut pas écarter d'un revers de la main. On est obligé de comprendre que notre monde a été façonné par le pétrole, d'abord en tant que carburant, parce que, je répète, mais il n'y a pas plus efficace que le pétrole en termes de transport, de puissance calorifique, etc. Je veux dire, il n'y a pas mieux. Et en plus, en termes d'exploitation, enfin d'extraction, parce que c'est en réalité, alors, on va de plus en plus sur des réserves qui sont un peu plus compliquées à obtenir, mais il y a encore plein de champs pétrolifères aujourd'hui qui sont très facilement accessibles. Donc, je veux dire, le coût d'exploitation est de quelques centimes le litre, enfin quelques centimes, même pas quelques centimes, quelques 0,00 euros au litre. Ce qui fait d'ailleurs la richesse de l'Arabie Saoudite et compagnie. Bref. Mais le pétrole a complètement changé notre monde, que ce soit par ce côté carburant, mais aussi par les dérivés. Voilà, donc médicaments, vêtements, plastiques, bitume, etc. Notre monde, si le pétrole venait à disparaître d'un coup d'un seul, d'un claquement de doigts, s'effondrerait immédiatement. Nous reviendrions au Moyen-Âge. Et je pèse mes mots, c'est pas du tout c'est la transformation qui a été effectuée par le pétrole dans le monde d'aujourd'hui est incroyable. C'est-à-dire que nos arrière-grands-parents vivaient, alors toute proportion gardée évidemment, parce qu'il y a eu des évolutions depuis l'Ancien Régime, évidemment, mais vivaient quand même de manière beaucoup plus proche de l'Ancien Régime, notamment chez les paysans et compagnie, que du monde d'aujourd'hui. Il y a eu une rupture, même pas anthropologique, mais civilisationnelle, d'une ampleur extraordinaire. Et j'insiste dessus parce qu'il faut bien que les gens le comprennent. Nous vivons dans un monde du confort et de l'abondance, qui a ses défauts, attention, qui a plein de défauts, évidemment, et qu'il faut corriger, ça c'est clair et net. Mais ce que je veux que les gens qui regardent cette vidéo comprennent, et c'est l'un de mes propos, je pense, les plus importants, c'est que ceux qui voudraient en finir avec le pétrole. Ceux qui voudraient, par exemple, au nom de la protection du climat, nous dire il faut consommer beaucoup moins d'énergie, etc., ne se rendent pas compte que ça voudrait dire faire une croix définitive, ou en tout cas presque définitive, sur une part très importante de notre confort. Alors le confort, c'est pas seulement le confort un peu superficiel, dont on pourrait éventuellement se passer, mais c'est aussi la médecine, c'est la facilité de transport, c'est le coût de la vie qui est extrêmement bas par rapport à celui qu'ont connu nos ancêtres. Bref, je veux dire, concrètement, les conséquences de la fin du pétrole seraient dramatiques. Et on vit dans un monde comme ça. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Je ne sais pas si déjà sur ce point-là, on peut s'entendre. Victor, est-ce que malgré tous les défauts du monde moderne, nous ne vivons pas dans une forme, allez, j'ose le terme, devant deux catholiques, de paradis sur terre? Alors, en fait, c'est justement, toute cette phase de la modernité, elle est extrêmement paradoxale. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, quand je me souviens, je parlais d'un exemple personnel et qui a un peu de résonance à ce que tu viens de dire, Nicolas. Ma grand-mère, donc qui est née en 1917, quand je lui demandais qu'est-ce qui a peut-être le plus changé dans ta vie, elle me disait ce sont les couches jetables. Okay. Bon, enfin voilà, pour moi c'est pas forcément très significatif, parce que tout simplement en fait avant il fallait relaver 40 fois les couches à la main. Enfin bref, bon. Donc effectivement, quand on prend les gens de cette génération-là, les gens qui sont nés en 1917 et qui finalement ma grand-mère est morte en 2015, ils ont vécu des changements énormes et ma grand-mère, voilà, encore une fois je suis pas en train de raconter ma vie, c'est juste pour essayer de comprendre Ouais, mais c'est très concret, c'est très bien. Elle m'expliquait qu'en gros, au lendemain de son mariage, le premier salaire de mon grand-père a servi à acheter une deuxième chaise. Et qu'aujourd'hui, finalement, moi, quand je me suis marié, j'avais déjà 4 chaises dans mon salon et de quoi recevoir, etc. Voilà, une certaine forme d'abondance sur laquelle dont je me rendais même pas compte, en fait. Elle allait de soi, d'une certaine manière. Donc, effectivement, quand on parle de retour à la terre, de sobriété, etc., il faut quand même réaliser qu'on est entouré d'une multitude d'objets, enfin le micro avec lequel je parle, les outils avec lesquels nous réalisons cette émission, qui semblent aller de soi,
et qui pourtant sont le fruit d'une société technique extrêmement développée, etc. Alors, pour moi, il y a quelques notions clés qui permettent peut-être de cadrer notre débat. Toutes les sagesses, depuis le début de l'histoire de l'humanité, avant même cette révolution industrielle, mais qui plus est, après cette révolution industrielle, utilisent une notion clé qui est celle donc de mesure, finalement de refuser l'hubris, hein, la démesure. Et cette démesure qui peut se caractériser dans le christianisme par l'orgueil, par une abondance finalement qui dépasse. Et j'évoque juste un livre que j'ai pris dans ma bibliothèque, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, Taille, d'Olivier Rey. Et le livre en question, justement, évoque, Olivier Rey, donc c'est un philosophe et mathématicien, et il évoque, justement, en gros, il dit, pendant les années 60-70, il y a eu un slogan qui était « Small is beautiful », c'est-à-dire il faut revenir à la petite taille, la petite propriété, la petite, des petites économies, des modes de vie. Ça, c'est dans les années 70 ? Small is beautiful, non, je crois que je sais plus exactement la référence. Enfin, okay. Vous pardonnez, hein, j'ai pas la référence exacte. Ouais, non, mais t'inquiète, c'était juste pour situer à peu près, quoi. Voilà. Et en gros, Olivier Rey dit, en fait, en fait, ce slogan a un défaut, c'est qu'en gros, on considérait que la petite taille est bonne pour tout. Non, en fait, il dit, la question, c'est la bonne taille. Okay. Et du coup, de trouver finalement, et donc à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire que tant au niveau biologique, qu'au niveau économique, qu'au niveau même managérial, la taille des entreprises, la taille des écoles, la taille des institutions, il faut être capable de trouver une bonne mesure et une bonne taille. Et je pense qu'on est sorti parce que, et en fait, du coup, les deux concepts clés de la modernité, c'est à la fois le capitalisme et la technique. On est rentré dans une forme d'hubris en raison d'une croissance, d'un dogme. Et là, je reprends quelque chose qui est Enfin, moi, j'ai appris ça en fait en écoutant des conférences d'économistes d'Attaque. Hein. Attaque, c'est plutôt catégorisé. C'est des armes gauchistes, quoi. Mais mine de rien, ils disent voilà, aujourd'hui, typiquement, on retrouve ça chez Serge Latouche, hein, le petit traité, la décroissance sereine. Serge Latouche parle du dogme de la croissance. Et effectivement, c'est que quand on réfléchit en économie, c'est que la croissance est un dogme qu'on n'interroge jamais. C'est fiable, c'est en gros, il faut croître. Pourquoi ? Parce qu'il faut croître. Et c'est d'ailleurs c'est la nature humaine. Est-ce que c'est la nature humaine ? Est-ce que c'est pas justement un dérèglement de la nature humaine ? Pour moi, quand tu dis la croissance, c'est la nature humaine. Ouais. C'est là où tu vois, j'aurais un bémol. C'est de dire en fait peut-être que la nature humaine, idéalement, elle s'accomplit par la vertu. Et donc la vertu, justement, elle se caractérise par un équilibre. C'est-à-dire en fait justement d'être capable de trouver la bonne mesure en chaque action. Et la bonne mesure, c'est pas forcément plus petit ou la médiocrité. La bonne mesure, c'est justement la juste taille, la taille optimale, celle qui est bonne dans certaines circonstances, et qui va devenir excessive et finalement comme presque une tumeur et voilà, l'obésité. Enfin, je veux dire, en fait, si on parle. Mais Victor, je me permets de t'interrompre parce que c'est important. En fait, le problème, c'est qu'il faut pas trop lire les gauchistes. En fait, il faut les lire avec prudence. Et le problème, c'est qu'effectivement, vu que les mecs qui ont fait des ouvrages sur l'écologie, la décroissance et compagnie sont des gauchistes, on les lit, on les écoute et voilà. Bon. Donc, ils critiquent le capitalisme, la croissance, etc. Mais le capitalisme, le progrès, la croissance sont inscrits dans la nature humaine depuis la nuit des temps. Voilà, il n'y a, à part dans les sociétés primitives, toutes les sociétés au monde ont voulu croître, même celles qui mettaient des barrières, qu'elles soient religieuses ou culturelles. Il y avait évidemment une notion d'aller de l'avant. Alors, je ne parle pas du capitalisme qui est là depuis la nuit des temps, hors société primitive, j'entends, en germe ou de manière très claire, hein, notamment le capitalisme, on va dire, est apparu de manière extrêmement limpide dans l'Europe de la Renaissance. Mais déjà avant, on avait des choses capitalistes, on avait des éléments du capitalisme qui étaient présents dès la Grèce antique. Et c'est là où, en fait, on a beaucoup... à droite, on a une posture d'idéalisation romantique du monde d'avant en disant c'était le monde idéal, il n'y avait pas la démesure et compagnie, mais c'est faux. Dès la Grèce antique, dès la Rome antique, on avait une notion d'expansion économique qui était évidente. Bien sûr, il y avait des barrières qui existent peut-être moins aujourd'hui, mais on avait des expéditions capitalistes à ces époques-là. On avait des volontés de
d'amasser des richesses, qui d'ailleurs étaient des choses qui, en fait, tous les discours qu'on entend aujourd'hui, on les entendait, on les lit dans les chroniques des époques en Grèce antique ou en Rome antique. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de la nature humaine. Et effectivement, par contre, il y a une démesure aujourd'hui particulièrement forte parce qu'il y a peut-être effectivement moins de barrières culturelles, civilisationnelles aujourd'hui à tout ça. Ok, ça je veux bien l'entendre. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que cette démesure à laquelle on assiste aujourd'hui, qui est celle de l'ultra-consommation à tout crin, ok, j'admets volontiers. C'est aussi dû au fait que l'humanité est confrontée depuis les années 50-60, pour faire simple, à une abondance et à un confort tel que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'il se retrouve comme un enfant dans un magasin de friandises, en fait, de bonbons. Bon, bah, du coup, l'enfant, l'adolescent, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas encore la maturité nécessaire, donc bah, il se sert dans les rayons, il mange énormément. Mais cette ferveur, cette fièvre adolescente de la consommation, elle est déjà en train d'être corrigée. Alors, sans doute pas parfaitement, mais c'est cette mesure-là que tu évoques, elle est quand même en train d'être remise au goût du jour. Cette fièvre écologiste qu'on peut voir un peu partout dans le monde occidental, parce que dans le reste du monde, par contre, c'est pas du tout la même chose, mais enfin, c'est un autre sujet. Parlons de ce qui nous concerne déjà. Cette fièvre écologiste-là, elle est intéressante parce qu'elle montre que nous sommes conscients que nous avons été trop loin, que nous avons trop pollué, que nous avons trop consommé et qu'il faut faire les choses un peu différemment. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire on va faire la décroissance, on va en finir avec le capitalisme, on va en finir avec le progrès technique et compagnie. Ce que je veux dire, c'est que cette prise de conscience-là, ces limites qui peuvent exister, on est déjà en train d'aller les chercher. Voilà ce que je voulais dire. Je vais peut-être te laisser réagir, Victor, ou le Julien, parce que c'est vrai que Julien, peut-être que tu as des choses à dire là-dessus. Puis peut-être après, Victor, je te redonnerai la parole. Julien, si tu veux prendre la parole là-dessus. Oui, tout à fait. Bon, tu as dit plein de choses, Nicolas. Je suis étonné, tu n'as pas énoncé ton analogie comme quoi un salarié aujourd'hui vit mieux que Louis XIV. Ou alors je l'ai raté. Oui, tout à fait. Mais alors, je me permets, je peux te le dire. Aujourd'hui, effectivement, le moindre smicard aujourd'hui vit mieux que Louis XIV. C'est une proposition qui peut paraître caricaturale. Elle l'est sans doute un petit peu à la marge. Mais dans la réalité, que ce soit au niveau des prestations médicales, au niveau du confort général, on est aussi bien au SMIC qu'à Versailles. Ça me paraît très clair. Non, j'entends tout à fait ce que tu dis. C'est vrai que d'un pur point de vue matérialiste, je dis ça sans jugement de valeur, c'est-à-dire quand on considère que se vêtir avec un certain nombre de choix, un accès à la culture, protection vis-à-vis de la chaleur, du froid, etc., il est vrai qu'on vit, entre guillemets, mieux, plus confortablement. C'est pas mieux pour moi, mais je préciserai, que Louis XIV. Je pense pour ma part, parce que j'aime bien les analogies aussi, c'est très pédagogique, que l'on vit moins bien qu'un cerf français du XIIIe siècle. C'est-à-dire que nous n'avons absolument aucune autonomie, aucune liberté. Pour moi, le bien, dans ma conception classique des choses, c'est notre liberté en tant que personne, et notre liberté en tant que communauté. Quelle est mon autonomie? Est-ce que j'ai de la maîtrise sur ma vie? Les vêtements que je porte, ce qui est utilisé pour construire ma maison, la plupart des matériaux que j'utilise dans mon téléphone et autres, il n'y a rien qui vient de chez moi, il n'y a pas grand-chose qui vient de France, j'ai aucune maîtrise là-dessus. Politiquement, j'ai aucune maîtrise non plus. À la fin du 19e siècle, un ouvrier qui en veut à son patron, il peut le regarder depuis sa fenêtre et lui jeter des pierres. Aujourd'hui, le pouvoir est loin, opaque, etc. C'est d'ailleurs Maurras qui disait le salarié aujourd'hui, il n'a plus de liberté, il n'a plus d'autonomie. On lui octroie des droits de temps en temps, aujourd'hui du RSA, du SMIC, etc., des pensions, mais il n'a aucune maîtrise sur sa vie. En fait, on n'a aucune maîtrise sur notre vie. C'est dans ce sens-là où, oui, je te rejoins, matériellement, on vit mieux qu'au temps de Louis XIV, mais on vit moins bien, c'est-à-dire que notre mode de vie, à mon avis, il n'est pas conforme aux besoins de la nature humaine. Et alors, c'est là, à mon avis, la question centrale de l'écologie, où on va se diviser, où on se divise déjà dans le débat public, pas nous deux, mais plus largement, c'est la question des besoins. En fait, est-ce qu'il y a une définition objective des besoins? Je me rappelle à une question que tu avais posée, Sébastien Querrero, il t'avait dit, c'était intéressant, la liberté, ok, mais pourquoi faire? Et finalement, la question des besoins, c'est un peu pareil. Quels sont nos besoins fondamentaux en tant qu'hommes?
Et donc, est-ce que la société de croissance dans laquelle nous sommes répond à ces besoins, ou est-ce qu'elle met les plaisirs et des plaisirs suscités artificiellement au-dessus de tout? Franchement, j'ai déjà beaucoup de choses à répondre. Je me permets de répondre très rapidement. Et puis après, Victor, je te redonne peut-être la parole pour essayer que tout le monde parle à peu près au même niveau. Déjà, alors là, c'est impossible. Autant je conçois tout à fait qu'on puisse critiquer mon analogie entre le SMICAR et Louis XIV, parce que effectivement, Louis XIV, c'était quand même le top du top de l'époque. Donc, mais ça se discute, hein, vraiment, ça se discute. Mais alors, un cerf de l'ancien régime, je suis désolé, mais non, entre la vie qui était abominable, au champ, c'est marrant parce que je prépare une vidéo là-dessus, enfin je prépare quelque chose qui sera peut-être plus qu'une vidéo d'ailleurs, où je me suis plongé dans l'analyse historique de l'ancien régime, notamment, alors le Moyen-Âge, c'est vraiment un âge pour le coup qui, sur beaucoup de plans, était quand même très sombre. Déjà, la mortalité infantile, voilà, la mortalité tout court. Je veux dire, les épidémies, la moindre maladie, c'était quelque chose qui était mortel à l'époque. Quand on avait 30% de mortalité infantile, je veux dire, on peut pas se dire que c'était une belle vie. Quand on a également des disettes et des famines extrêmement régulières, avec un taux de mortalité, là encore, gigantesque, on ne peut pas dire qu'on vivait mieux à cette époque-là. Voilà, ça c'est quelque chose qui est fondamental pour bien comprendre ce monde-là. Alors, pour bien comprendre le Moyen-Âge, il faut comprendre le rapport à la religion, qui était extrêmement présent et qui structurait complètement la société. Et là, bon, là, effectivement, vous, de votre point de vue de catholique, je comprends qu'on puisse se dire qu'à l'époque, on vivait mieux, de ce point de vue-là, peut-être essentiellement, parce qu'en plus, la mort faisait partie de la société et qu'on la craignait beaucoup moins qu'aujourd'hui, notamment pour la question religieuse. Donc ça, c'était la première chose structurante, mais la deuxième chose structurante, c'était la crainte. C'était la crainte de ce qu'on appelle la soudure, c'est-à-dire le fait que les récoltes ne faisaient pas la jonction pour permettre de nourrir dans les périodes un petit peu mornes, enfin l'entre-saison agricole. On est d'accord là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que et je parle même pas donc de l'état de dénuement matériel qui était abominable de beaucoup de gens, de la dureté du travail. Non, mais il n'y a pas de débat là-dessus, Nicolas. Non, mais si, parce que quand tu dis le cerf, mais le cerf, qu'est-ce que c'est le servage? Alors, le servage qui, sous le régime de main morte, hein, est resté jusqu'à très longtemps, jusqu'à quasiment la Révolution française, en réalité. C'est quoi? C'est un état de minorité juridique et quasiment d'esclavage. Voilà. Et je peux pas te laisser dire qu'on était moins bien parce que on est finalement aujourd'hui un homme, il est quasiment moins libre qu'un cerf. C'est pas vrai. La réalité, c'est que factuellement, ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, tu peux considérer qu'à plein d'égards, tu es esclave de ton patron, de ta banque, enfin tout ce que tu veux. Mais par contre, tu as la liberté de le faire, la liberté formelle de le faire. Alors, est-ce que c'est une liberté concrète? Peut-être pas, mais tu as toujours le choix. Voilà. Il y a une époque où tu n'avais pas le choix. Voilà. Et quand au Moyen-Âge, tu avais les chevaliers qui venaient et qui, parce que c'était une société qui était ultra violente, hein, et qui décidaient de purger leurs accès de violence en zigouillant les mecs du village d'à côté. C'est une réalité historique. Hein. C'était pas que ça, évidemment, la chevalerie, hein, bien entendu, faut pas déconner. Mais je veux dire, tu peux pas dire que t'étais mieux. Voilà. Je conçois que le monde d'aujourd'hui ne soit pas parfait, mais tu peux t'en extraire, tu peux choisir des choses qui n'était absolument pas le cas avant. J'espère que j'ai bien répondu à tout. Peut-être Victor, et avant que Julien reprenne la parole. En fait, je pense qu'il y a un débat de fond, qui est un débat anthropologique. En fait, comme disait Julien, en fait, c'est la question qu'il a posée, c'est quels sont les besoins et qu'est-ce que c'est qu'une vie d'homme, quoi. Et qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne, en fait. Est-ce qu'une vie bonne, c'est l'accès aux soins et au confort matériel qu'on a aujourd'hui, ou est-ce qu'une vie bonne, c'est une vie qui laisse la partie spirituelle de l'homme se développer. Et là, je pense qu'il y a une vraie ligne de fracture. Et je pense que, encore une fois, pour reprendre la fameuse phrase de Bernanos, le monde moderne est une conspiration contre toute forme de vie intérieure, je pense que le règne de la technique est le règne du capitalisme. Et encore une fois, pareil, pour parler de capitalisme, comme c'était un peu le débat tout à l'heure, il faudrait d'abord qu'on définisse les mots, parce que effectivement, on peut dire oui que le capitalisme existe depuis les origines de l'humanité, etc. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle capitalisme concrètement. Moi, ce que j'appelle capitalisme, c'est quelque chose qui s'est développé en réalité avec la révolution industrielle. Oui, tu as la définition marxiste. J'invente rien, je reprends la définition de Marx. Hein, le capitalisme, c'est produire de l'argent. Hein, c'est au lieu simplement qu'on soit dans un marché dans lequel on échange des marchandises
au moyen de l'argent contre d'autres marchandises. En fait, cette fois-ci, on va utiliser de l'argent pour produire des marchandises qui vont produire plus d'argent. Voilà. Mais ça existait déjà bien avant. Quand tu avais des grands propriétaires grecs ou romains qui menaient des expéditions pour se faire de l'argent, tu avais des investisseurs déjà à l'époque. Oui, mais en fait, à la différence que, d'une part, déjà, la morale naturelle présente chez les Grecs et dans l'Empire romain, dans la sagesse antique, condamne, et on peut le retrouver chez Aristote. Mais c'est du pipeau, ça c'est de l'idéalisation, c'est du romantisme dans la réalité. En fait, à un moment, justement, en fait, est-ce que l'homme, c'est une pure puissance matérielle et qu'on n'a rien à foutre de la morale et rien à foutre de la manière dont il vit et d'une forme de droiture et de s'élever à la vertu, ou est-ce qu'au contraire, on considère qu'on ne peut être homme qu'au moyen de la vertu et là, pour le coup, je pense qu'il y a une frontière radicale. Et encore une fois, le christianisme va condamner justement à la fois la spéculation et ce que Aristote appelait déjà de l'Antiquité la crématistique. Donc en fait, il y a une différence fondamentale, c'est qu'on est dans un monde dans lequel cette hubris est considérée comme un vice. Et d'ailleurs, si on reprend encore une fois, là je vais faire une petite référence à la fameuse fable des abeilles de Bernard Mandeville. Je ne sais pas s'il est nécessaire de rappeler. Hein. Alors, moi, je ne l'ai pas, vas-y, parce que j'ai pas l'origine du capitalisme. Je vais la dire de manière grossièrement de mémoire, hein, mais Bernard Mandeville dit, en gros, c'est une fable qui a pour but de dénoncer l'État au profit des libertés privées, hein, d'essayer de promouvoir le libéralisme. Et Bernard Mandeville dit, la morale de la fable, hein, c'est que la somme des vices privés constitue la vertu publique. Il dit une fois, dans une ruche, hein, des abeilles qui se plaignaient de l'autorité et d'un certain nombre de mots, et donc Jupiter décide finalement de leur laisser la possibilité de vivre tous les vices possibles. Et donc cette vie finalement va laisser prospérer à la fois des avocats véreux, des procès frauduleux, la prostitution, la luxure, etc. Et donc, du coup, c'est tellement intenable que donc, les abeilles demandent à Jupiter, finalement, de mettre fin à ces vices. Et donc, la ruche va décroître. C'est la décroissance. Hein. Donc, du coup, elles vont se faire attaquer par la ruche voisine. Et donc là, elles vont supplier Jupiter de leur rendre, finalement, leurs vices d'avant parce que ces vices leur permettaient d'avoir une certaine prospérité qui était un gage de puissance face aux attaques ennemies. Donc, en fait, il y a quand même une question, on pourrait dire, anthropologique au sens de la morale. Qu'est-ce que c'est que la vertu? Qu'est-ce que c'est que le vice? Qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne dans une définition conceptuelle, qui n'est pas que conceptuelle d'ailleurs, qui est aussi pratique au sens du sens de l'existence. Et du coup, par rapport à ça, j'ai envie de dire, voilà, si on envisage le capitalisme dans les sociétés, on pourrait dire pré-capitalistes à mon sens, en fait, ce sont des sociétés dans lesquelles la conception commune de la vertu condamne certaines formes d'enrichissement, certaines pratiques au nom d'une morale. Et qu'est-ce que c'est que la société libérale et la société capitaliste? C'est une société dans laquelle finalement on a mis la morale et donc la religion et donc le politique finalement sous l'économie et que la seule ratio, la seule raison qui peut dicter des choix et les justifier, c'est la croissance. Ok. Alors, Victor, je me permets de t'interrompre parce que je vais relancer ensuite Julien. Juste, je réponds là-dessus. Dans l'absolu, je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire que philosophiquement, effectivement, il y avait des grandes barrières chez les Romains ou chez les Grecs à l'enrichissement, etc. Mais dans la réalité, j'ai lu des bouquins sur cette question-là pour préparer une œuvre personnelle sur ce truc-là. Et dans la réalité, c'est pas ce qui se passait. Alors évidemment, il y avait des barrières, mais il y avait de l'enrichissement, il y avait des grands propriétaires, des grands armateurs, des grands industriels, si on veut, pour l'époque, qui déjà étaient vilipendés d'ailleurs par les gauchistes du coup de l'époque pour cet enrichissement. Mais déjà, on va dire que cette volonté d'avoir toujours plus, elle était présente évidemment dans le concret. C'est pour ça que je dis attention à l'idéalisation, même si c'est vrai que tu as raison, il y avait quand même une morale publique qui théoriquement était plus féroce contre cet enrichissement que chez nous. Juste pour ajouter une petite chose par rapport à ce que tu viens de dire, en fait Aristote, qui sert de socle à la pensée de saint Thomas d'Aquin, qui va donner finalement la morale chrétienne, Aristote ne condamne pas l'enrichissement en soi. Il considère que simplement la richesse
d'un certain nombre d'individus qui vont être une richesse qui va être au-delà finalement de la moyenne des individus, elle doit toujours servir le bien commun. Et donc il y a une vertu qu'on appelle la magnanimité, qui est celle des riches, et que le rôle d'un riche, eh bien, c'est de par ses richesses, soutenir des œuvres qu'on pourrait aujourd'hui appeler des œuvres de charité. Enfin voilà, mais pour Aristote, c'était par exemple contribuer à l'édification d'un temple, payer le luxe d'une fête après la victoire d'une bataille, etc. Il ne s'agissait pas de condamner l'enrichissement. Il s'agissait simplement de l'ordonner. Oui, mais dans la réalité, ce qui était condamné, c'était l'opulence visible, la recherche de profit, le côté m'as-tu vu déjà des grands riches de l'époque. Mais bon, bref. Julien, si tu veux répondre mais le vice a toujours existé. Il ne s'agit pas du tout d'être dans une vision romantique en disant que ça n'a jamais existé. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Mais je dis juste simplement qu'en gros, à un moment donné, pour moi, ce qui fait la rupture entre la modernité et les périodes antérieures, c'est une rupture qu'on pourrait qualifier de vision du monde. Et qui, quand même, à une grande part, est une rupture religieuse. Ça, c'est tout à fait ça. Le fondement de la modernité, c'est clairement le passage, la chute progressive, parce que ça ne s'est pas fait en un coup, mais de la vision religieuse, voire même superstitieuse, dirait l'autre, du monde. Ça, c'est certain. Julien, si tu veux répondre là-dessus, et après, on va revenir sur l'écologie, parce que là, c'est un peu dispersé, mais en fait, c'est important quand même comme débat. Mais vas-y, Julien. Ouais, je pense que plus que des barrières, il y avait une organisation économique et politique dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et après qui était totalement antilibérale. Par exemple, il n'y avait pas de marché libre. En fait, dans toutes les civilisations et dans toute l'histoire de l'Europe jusqu'au 19e siècle, les marchés étaient encadrés par des juges qui vérifiaient la qualité des produits, le respect des matières premières, enfin de la qualité du produit intrinsèque, comment il avait été obtenu, à quel prix il était vendu, le juste salaire, et il y avait des mesures contraignantes. On parle de Venise pour dire la naissance du capitalisme, ou de la Hanse, les cités marchandes de l'Europe du Nord, mais en fait c'était des républiques oligarchiques ultra protectionnistes qui se faisaient la guerre les unes aux autres. Il n'y a pas eu de première globalisation, ça c'est un mythe total. Je te renvoie à 3 ouvrages à mon avis fondateurs. Il y a La Grande Transformation de Karl Polanyi. Il y a le très intéressant Olivier Pétré-Grenouillot, tu sais, celui qui a travaillé sur la traite, souvent cité par Zemmour, sur la traite négrière. Mais lui, il a écrit un bouquin, Et le marché devint roi. Et il explique que historiquement, le marché libre, en fait, c'est une invention politique, ça n'existait pas avant. Ouais, il y a ce livre rouge, un peu trop rouge peut-être pour Nicolas, mais qui est pas mal du tout. Et puis, il y a le livre de Jacques Le Goff sur le Moyen-Âge qui montre que l'amour de l'argent, évidemment que tu as raison, c'est un truc qui a toujours existé. Mais évidemment, enfin, et nous catholiques qui croyons au péché originel, enfin, on est bien placés, entre guillemets, même si on n'est pas des experts en sagesse, hein, pour savoir que c'est plus facile de faire le mal que le bien. Et donc, des hommes ont toujours voulu faire plutôt le mal que le bien. Oui, mais plus que des barrières, il y avait, comme dit Karl Polanyi avant, le fait que l'économie, elle était encastrée dans le politique, encastrée dans le religieux, dans le culturel. Il a bien fallu à un moment donné que des chefs d'État prennent des mesures politiques concrètes. Par exemple, à la Révolution française, on a aboli les corporations, on a libéralisé le commerce du grain. Avant, on ne pouvait pas donner n'importe quel prix pour les céréales. C'est-à-dire que, en fait, d'un point de vue libéral, la politique économique de l'Europe avant la Révolution française et d'autres révolutions, c'était le bolchevisme. Tu vois, donc les critères aussi ont énormément changé. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, j'insiste là-dessus, c'est que je finirai, sur le plan purement matériel, tu as raison, évidemment, mais je crois qu'il y a aussi la question d'accepter la douleur, la souffrance et donc le sacrifice. En fait, la société du XIIIe siècle, elle faisait des martyrs, des chevaliers, des conquérants. Notre société actuelle, elle fait au mieux des lanceurs d'alerte ou des intellectuels. Voilà, donc à un moment donné, il faut choisir. Moi, je pense que personnellement, je suis pas sûr de survivre dans un monde à la Mad Max, mais en fait, la survie de Julien Langella, de Victor Aubert ou de Nicolas Faure, en vrai, on s'en fout. Ce qui compte, c'est nos idées, le projet qu'on porte. Est-ce qu'on a envie de fonder des familles de futurs chevaliers, ou est-ce qu'on a envie de fonder des sociétés remplies d'employés du tertiaire? Tu sais, il y a ce philosophe là, colombien, Nicolas Gomez Davila, qui dit on appelle dans la société moderne croissance du secteur tertiaire, l'augmentation du nombre de parasites dans une société. Bon, ben, on en est là. Et moi, je pense qu'il y a un choix de civilisation. Après, sur le plan politique, économique, il y a plein de nuances, mais la question, c'est le cap à fixer. Est-ce qu'on veut une société de chevaliers avec toute la dureté que ça entraîne? Et d'ailleurs, on l'aura qu'on le veuille ou non. Enfin, je pense que là-dessus, on sera d'accord. C'est plus vraiment de l'ordre du choix politique. Ou est-ce qu'on veut une société... Non, mais c'est intéressant. En tout cas, voilà, on s'est un peu éloigné de l'écologie, mais je pense qu'on a quand même déblayé quelque chose qui est intéressant. C'est
parce que tout ce qu'on a dit là en creux, en inversé un petit peu, c'était un portrait de notre société qui effectivement a un confort assez formidable, voilà, qui n'a jamais, voilà, on n'a jamais eu un tel confort dans l'histoire de l'humanité, jamais. Nous sommes la civilisation qui a l'abondance. Comment? Et je pense que ça nous tue. Alors, ça, c'est ton avis. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, c'est un fait. Et c'est là où on rejoint un petit peu la question écologique. Parce que quand on nous dit l'écologie, il faut la mettre au centre de notre vision politique. Moi, je ne suis absolument pas d'accord pour une première raison. Déjà, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que tu peux définir le terme? Parce qu'en fait, quel terme? Qu'est-ce que ça veut dire mettre l'écologie au centre de notre vision politique? Eh bien, c'est décider que la question écologique doit être l'un des piliers fondamentaux de notre vision du monde, de notre proposition idéologique, et donc que, par exemple, on ait des applications politiques concrètes qui soient mises en avant quasiment au même niveau que celles, par exemple, que pourrait être la remigration, etc. C'est-à-dire de se dire, on veut une société qui pollue beaucoup moins, qui soit en décroissance, etc., etc. En fait, si on veut le respect de l'écologie, on est, par exemple, théoriquement obligé de vouloir une forme de décroissance. Alors, on peut l'appeler autrement, mais on est obligé de le faire. Oui, mais en fait, Nicolas, tu vois, moi, il y a un truc qui me gêne là-dedans, c'est en fait, en vue de quels critères? C'est-à-dire que si on prend comme critère les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, etc., comme des objectifs, pour moi, ça me semble, je suis totalement d'accord avec toi, aberrant, absurde. Ça peut pas du tout être un pilier d'une vision politique. Non, je parlais de manière plus large, parce qu'effectivement, le climat, c'est un... Alors, c'est un débat à part entière, mais le climat, je le mets entre parenthèses dans ce truc-là. Pour moi, c'est juste la question de l'harmonie écologique entre la nature et la civilisation. Mais alors, la nature, c'est pas seulement les arbres et les ruisseaux. Oui, mais c'est en fait, une question de nature humaine. Vas-y. En fait, je pense qu'il faut contextualiser l'écologie par rapport à notre époque. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on n'a pas vraiment à se préoccuper d'écologie si on n'avait pas rompu tous les pactes qui nous unissaient finalement, en fait, parce que en fait, on fait partie de la nature. Enfin, et comme on l'a dit, on fait partie de la nature tout en étant des créatures justement douées de raison, donc qui, d'une certaine manière, sont capables de s'émanciper d'une certaine manière de cette nature. Mais en fait, c'est parce que tout simplement, c'est notre nature de jouer ce rôle-là. Tout à fait. Donc, voilà, les hommes, on est fait pour s'extraire de la nature, en fait. Voilà. En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, notre nature, elle est d'être des êtres doués d'une liberté et une volonté qui vont donc construire un certain nombre librement des moyens pour répondre à des fins. Mais néanmoins, nous avons une nature et donc nous sommes aussi des êtres de nature. Mais notre nature est d'être des êtres de culture. Mais en fait, les deux choses ne s'opposent pas, elles rentrent dans un ensemble d'un cosmos complet qui a des règles qui lui sont prédonnées. Ça, pour moi, c'est ce qui se culte. De toute façon, on peut s'entendre sur quelque chose et qui ramène ensuite à la question écologique de base, c'est que si notre nature, on a quand même une nature humaine, moi je pense, qui nous pousse à couper relativement avec la nature dans un sens où la nature est dangereuse. Voilà, à l'état de base, la nature, elle est dangereuse. Alors, en Europe, c'est pas vraiment le cas, mais par exemple, si vous allez aux États-Unis, si vous allez dans une forêt tropicale, ou dans la savane africaine, la nature, elle est dangereuse. Voilà. Alors, en Europe, c'est un peu différent, mais même si on allait jusqu'au bout et que je disais c'était une nature absolue, une nature humaine absolue, le problème, c'est que si on se coupe complètement de la nature, on disparaît, on meurt, donc c'est absurde. Donc effectivement, il faut évidemment des limites à cet élan, on va dire, de protection contre la nature. Encore une fois, tu sais, c'est Galilée qui dit voilà, la nature est un livre écrit en langage mathématique, on y trouve des formes, des ronds, des triangles, etc. Et le pape Jean-Paul II rappelle en fait que la nature c'est un livre écrit par Dieu et qu'on y retrouve finalement dans la nature la sagesse divine. Donc finalement, en fait, et quand on étudie la nature à n'importe quel niveau, c'est tant au niveau de la bactérie qu'au niveau donc des plus petits organismes, qu'au niveau finalement des astres, on y retrouve des lois, des ordres, des règles, etc. Donc finalement, dans le cosmos, il y a une forme de sagesse, des équilibres, et je pense que lorsque l'homme est capable de comprendre et d'étudier cette sagesse et de s'en inspirer, il peut trouver la manière d'interagir intelligemment, non pas en fait
en laissant faire, parce qu'effectivement, si on laisse faire de son jardin, bah, ça va finir par être un roncier, etc. Il va pas y avoir un magnifique potager qui va se développer tout seul. Un magnifique potager, ça nécessite de l'entretien, du travail, etc. Et ça, en tant que chrétien, bah, parce que tout simplement, dû au péché originel, l'homme n'obtiendra sa nourriture qu'à la sueur de son front. Donc le travail est une des conséquences du péché originel, et il nécessite effectivement cette interaction, ce labeur, cette sueur. Mais juste, du coup, pour revenir un petit peu à cette question de rapport à la nature et à l'écologie comme pilier d'une vision du monde ou pas, pour moi, l'écologie n'est une préoccupation qu'en raison des circonstances, on pourrait dire, géophysiques, dans lesquelles la société industrielle nous a plongés. Et donc aujourd'hui, effectivement, à un moment donné, si on veut que nos enfants ou nos petits-enfants puissent se nourrir d'autre chose que du poison, voilà, bah, à un moment donné, il faut effectivement... Il y a des questions qui se posent. C'est très important ce que tu dis, et on en vient au cœur du sujet, effectivement, et là je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. La société dans laquelle nous vivons, parce que nous avons été des adolescents dans un magasin de bonbons, a poussé des limites physiques au-delà de ce qu'on aurait dû faire, hein, tout simplement, et on se retrouve confronté à une problématique de ressources, en réalité. C'est là où on a une grave problématique écologique et qu'il faut évidemment envisager. Je prends un exemple parmi beaucoup d'autres, le pétrole, où on a des réserves de pétrole qui sont vraisemblablement, faut rester prudent parce que ça reste quand même... il y a encore des choses à voir là-dedans, mais on a encore plusieurs décennies de réserves. Mais enfin, avec plusieurs décennies de réserves, même si on en a 2 siècles, qu'est-ce que 2 siècles au regard de l'histoire de l'humanité? C'est pas grand-chose, hein, clairement. Même chose pour des ressources en matériaux qui sont très importantes. Hein. Je pense par exemple au cuivre, où on a des ressources qui sont finies, ou en tout cas les ressources facilement accessibles et facilement trouvables. Bah, on sait qu'on en a pour quelques décennies aussi, mais pas beaucoup plus. Dans tous les domaines. Dans beaucoup de domaines, on se retrouve avec. Alors, dans le nucléaire, par exemple, c'est pas ça. Voilà. Mais dans certains domaines, c'est vrai que ça l'est. On se retrouve face à une société industrielle et du pétrole qui va avoir des limites physiques, qui va rencontrer des murs physiques. Et puis, il faut quand même rappeler aussi que même les énergies alternatives nécessitent du pétrole. C'est-à-dire qu'en fait, les énergies, elles se remplacent pas, en fait, elles sont cumulatives. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin, pour développer des centrales électriques, on a besoin de pétrole ou de charbon, etc. Enfin, donc, bref, en fait, en gros, on arrive. Enfin, il ne s'agit pas de dire, en gros, c'est l'effondrement demain. Oui, mais par contre, c'est possiblement l'effondrement dans quelques décennies, si jamais on ne fait rien. Non, mais là, je suis d'accord. Mais maintenant, j'ai envie effectivement, il faut avoir cette chose-là en ligne de fond. Et il faut qu'à droite, nous, on comprenne cette chose-là, que si on ne fait rien, quel que soit le choix qu'on prenne, hein, soit la décroissance, soit le technosolutionnisme, bref, chacun il voit un peu sa popote, mais en tout cas, on est confronté à un grave problème civilisationnel de manque de ressources. Et en plus, qui dit manque de ressources, ça veut dire que les ressources vont être de plus en plus chères au fur et à mesure qu'on va arriver près de la fin, et que donc du coup, la crise économique paraît quand même difficilement évitable. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir comment on fait. Voilà. Concrètement, comment on arrive à une société plus équilibrée écologiquement. Et c'est là où j'attire votre attention sur la chose concrète. Et c'est pour ça que je veux cette discussion, parce que... Ouais, mais tu vois, Nicolas, si je peux me permettre, tu remets en cause à juste titre, et je te rejoins à 100% sur le fait qu'il ne faut pas... tu remets en cause, pardon, le réductionnisme écologique, quoi, de mettre l'écologie au centre de la question politique. Mais si je peux me permettre, je trouve que finalement, tu commets un peu la même erreur en nous posant comme défi à la droite comment résoudre ce problème. Pour moi, la question centrale, c'est l'homme. Là-dessus, on sera d'accord. Pour moi, la question centrale du politique, c'est l'homme. C'est pas la nature, parce que l'homme est déjà un être de nature. Et pour moi, si on veut tuer l'écologie, il faut créer un volet programmatique écologie dans tous les programmes politiques de tous les partis en cours, et c'est exactement ce qui a été fait. C'est un peu le truc obligatoire, quoi. Et tout le monde se donne la voix là-dessus. Mais la question fondamentale pour moi, c'est quels sont les besoins de l'homme. Et pour moi, les besoins fondamentaux, c'était déjà
un minimum de liberté compatible avec le bien commun, la souveraineté, parce que la souveraineté, c'est la liberté de l'État, donc c'est la liberté de la cité, et puis c'est la valorisation de l'identité. Pour moi, c'est les trois piliers d'une politique de droite, c'est liberté au pluriel, identité, souveraineté. Et aujourd'hui, si on veut revenir à la souveraineté politique, il faut revenir à la souveraineté économique, et donc à une part de localisme. Et c'est là où ça devient, à mon avis, très intéressant et potentiellement clivant, c'est qu'on ne va pas réindustrialiser totalement la France comme elle était dans les années 30 ou 40, même si je suis pour la réindustrialisation, hein, mais c'est pas possible, notamment pour des questions d'acquisition des terres, de foncier, pour des questions aussi juridiques plus complexes. On va pas relocaliser toutes les activités qui ont été délocalisées, sinon la France, ça deviendra Manchester dans les années 1870, c'est-à-dire invivable, sous une fumée de smog. Donc en fait, si on veut faire du localisme, on sera contraint à la décroissance, c'est-à-dire à un choix critique parmi les activités qu'on veut relocaliser. Donc c'est pour ça que je crois que la décroissance, on va la subir, ça sera la conséquence ni positive ni négative, mais voilà, du localisme. Non mais bien sûr, enfin bon, ça on va discuter, mais on va l'avoir avec le localisme. En fait, moi je trouve plus intéressant de partir du localisme plutôt que de tout de suite aller sur la conséquence qui de toute façon n'est pas entre nos mains. Non, mais pour moi, il faut quand même qu'on fasse une critique de la position, de la posture. Si on met l'écologie au centre de notre politique et on dit ça doit être l'un des combats principaux de la droite, on doit en faire quelque chose. Et on doit, du coup, développer un discours politique qui ressemble, allez, toute proportion gardée peut-être, mais à Europe Écologie Les Verts, etc. Quelque chose qui nous dise on doit aller vers un monde où l'empreinte écologique des Français doit diminuer. Je suis désolé. On s'en fout de l'empreinte carbone. Non, mais en fait, sur le fond, non, j'ai pas dit l'empreinte carbone, j'ai dit l'empreinte écologique. C'est pas la même chose. Oui, non, mais d'accord. En fait, l'empreinte carbone, c'est un volet de l'empreinte écologique. Donc, tu as raison. Oui, mais c'est l'empreinte écologique. Oui, non, mais je t'entends. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, qui nous oblige à ce réductionnisme-là? En fait, je crois aujourd'hui, malheureusement, et moi je suis plutôt écologiste radical, que l'écologie à droite, c'est foutu. En fait, le terme même donne des boutons aux gens de notre milieu. Par contre, si on parle localisme, défense du terroir, défense des territoires, valorisation de la liberté d'entreprendre, mais pour les petits, et pour faire revivre des territoires, là, en fait, on fait de l'écologie humaine et plus large, sans parler d'écologie. Alors évidemment, il faudra mettre le mot ici ou là pour toucher une certaine bourgeoisie, mais fondamentalement, notre public, il s'en fout de l'écologie et c'est notre drame, alors que le localisme, tout le monde applaudit. Je pense qu'on entre dans quelque chose qui, pour moi, est central, que ce qu'on appelle ça localisme, écologie, que sais-je encore. On entre dans la problématique du concret. Pourquoi les gens avec qui j'échange à droite sur cette question-là ne parlent jamais de concret? Pourquoi les gens à gauche… Là, j'essaie de t'y amener, justement. Non, mais pourquoi… Moi, je veux sortir de l'écologie pour rentrer dans des mesures concrètes. On va parler du localisme concret, parce que c'est très beau sur le papier, mais on va voir que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Mais pourquoi les gens ne parlent pas de concret? Et pour moi, c'est quand même important de faire cette analyse-là. C'est parce qu'en réalité, si on rentre dans le concret et qu'on se dit l'écologie, c'est central dans notre logiciel politique, même si c'est pas ce que vous voulez faire, hein. C'est ce que certains veulent faire. Je pense notamment à Julien Rochdy, qui quand même en a fait son combat principal ces dernières semaines de manière très claire. C'est pas n'importe qui, Julien Rochdy, c'est quand même quelqu'un qui a énormément d'influence à droite. Je veux dire, bon. Et aussi, on a chez la cocarde étudiante, au Rassemblement national de la jeunesse, on voit cette thématique-là qui s'impose. Bon, le problème, c'est que le concret de ça, si on veut réduire notre empreinte écologique, hein, j'entends, et si on veut aller vers quelque chose de plus harmonieux pour aller dans cette direction-là, et ben concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire… Kalima Christiana a produit un programme politique qu'il a envoyé à tous les candidats. Il n'y a pas de volet écologie, mais il y a un volet économie et localisme qui est très concret sur ce sujet. Oui, mais peut-être, mais juste si je peux en dire un mot, justement. Parce que vas-y. Je l'ai dans les mains. En fait, pour moi, une des manières, comme dit Julien, de traiter la question écologique, c'est pas donc une question d'empreinte carbone, c'est plutôt une question de souveraineté alimentaire et une question agricole. Il n'y a pas que ça. Une question de localisme. En fait, la pollution, ça résout beaucoup de problèmes par cette question-là et par le concret. Et tu vois, je vais vous donner quelques exemples de mesures qui sont données dans ce programme politique. Ok. Celle sur la souveraineté économique. Elle consiste à promouvoir une souveraineté économique à la fois à l'échelle nationale, mais aussi pour les différents pays européens, avec une production, avec la promotion de circuits courts pour l'ensemble de ces pays. Okay. Si on est en mesure de retrouver cette souveraineté, c'est-à-dire finalement de ne plus être dépendant des importations des multinationales,
eh bien finalement, on va retrouver une résilience dans l'environnement biologique local. Bah là, c'est pas concret. Hein. Ça, c'est pas concret. Non, c'est un grand discours. Concrètement, ça veut dire combien d'augmentation en pourcentage du panier hebdomadaire moyen pour un ménage français? Mais excuse-moi, mais en fait, avec des circuits concrets. Je vais donner un exemple très concret. Je ne peux pas y répondre parce qu'en réalité, je vais te donner le pourcentage. Tu fais x4 ou x5. C'est ça la réalité Avec un circuit court? Oui, bien sûr. Ben non, parce qu'en fait, avec un vrai circuit court, on se passe de beaucoup d'intermédiaires. Non, parce que quand tu non, mais déjà, tu peux pas te passer d'intermédiaires parce que tu es obligé d'avoir des gens qui achètent en gros à des paysans et qui parfois d'ailleurs assurent les pertes des paysans, voilà, parce que voilà, c'est aussi les intermédiaires qui prennent les pertes. Mais en plus, en fait, à un moment, avec une volonté politique, il y a une marge énorme de la grande distribution. Non, mais si tu veux en finir avec le commerce international, si tu veux, alors tu veux pas en finir avec ça, mais tu veux retrouver une souveraineté alimentaire, etc. Ça veut dire que concrètement, ton kilo de tomates, tu le payes beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. C'est évident. Y a pas de, je veux dire, je peux me tromper peut-être dans l'ordre de grandeur, c'est peut-être pas x4, x5, mais c'est au moins x2. Et ça, c'est le concret. En tout cas, si vous n'avez pas calculé, c'est pas concret. Nicolas. Et je suis pas du tout d'accord parce qu'en fait, si on parle de politique… C'est normal, Nicolas. Le poste… Attends, Victor. Le poste budgétaire de l'alimentation, dans la partie alimentation dans le poste budgétaire, en 50 ans, il a été divisé par 5. Mais ça, c'est une anomalie historique. C'est quelque chose qui va être bientôt rendu impossible parce que l'économie est en train de se contracter au niveau international, pas seulement parce qu'à mon avis, il y a de moins en moins de pétrole, ou enfin, en tout cas, parce qu'il est de plus en plus difficilement accessible, mais parce qu'il se trouve dans des zones sur lesquelles on n'a pas de maîtrise et qui vont être de plus en plus immaîtrisables dans les années à venir. Donc, on va sortir de cette anomalie-là et à un moment donné, il faudra faire un choix. C'est en fait nourrir son enfant oui, mais le problème, lui acheter le dernier iPhone. C'est un choix de civilisation auquel la démocratie libérale n'est pas prête. Donc, il faudra changer aussi de régime politique si on veut mettre en place les réformes nécessaires. Parce que ton localisme, si concrètement, ça veut dire, comme tu sembles le reconnaître d'ailleurs, à peu près, mon estimation comme ça au doigt mouillé me paraît pas délirante. Si c'est un x5 sur les prix, bah mon pote, va falloir passer par une dictature féroce pour faire accepter ça. Parce qu'au bout de 2 semaines, les gens, ils vont déjà, s'ils ont été convaincus par les beaux discours, au bout de 2 semaines, dans la pratique, ils vont fuir. Donc, c'est pas tenable, en fait, comme truc. Alors, il y a une demande énorme pour cela. Il y a déjà un marché. Mais non, c'est une demande intellectuelle de bobos ou de mecs qui comprennent pas que concrètement ça va être ça. Si tu leur dis concrètement tu vas devoir multiplier ton panier le prix de ton panier par 5, il y a plus personne qui le fera. Tu vas diviser par 5 ta consommation d'essence. Tu vois, par exemple, dans les zones rurales, il y a des effets de compensation qui vont être vachement importants. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tous demain aller chez le maraîcher. Mais si déjà on y va 2 fois plus souvent qu'auparavant, la donne va changer à terme. Et évidemment qu'en fait, aucune réforme politique qui prend en compte cette notion écologique ne peut faire l'économie d'une réforme, on pourrait dire, civilisationnelle sur la dimension du rapport à la consommation. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, on parle toujours l'argument. Moi, à chaque fois, je discute avec des agriculteurs sur la question du bio, sur la question de l'agroécologie. Ils me disent oui, mais on ne pourra pas nourrir la planète. Ok, moi, quand je vais au supermarché et que je regarde ce qu'achètent mes concitoyens, en fait, ils achètent des tonnes de Mars, de trucs qui ne nourrissent pas, qui sont dégueulasses, etc. Et quand je regarde en fait les poubelles des gens, en fait, elles sont remplies finalement de produits, en fait, tout simplement de restes des gens, parce qu'en fait, finalement, on a beaucoup trop. Et on a beaucoup trop de choses inutiles. En fait, on dit, oui, on ne produit pas assez de céréales. Mais en fait, c'est des céréales pour faire quoi? En fait, c'est des céréales pour faire des produits ultra transformés, etc. En fait, on a totalement oublié, en fait, il faut réapprendre à manger et il faut réapprendre à vivre complètement. Alors, oui, je suis d'accord, ça peut paraître irréaliste à l'instant T. Mais en fait, si on parle de réformes politiques, déjà, on ne les envisage pas sur le court terme, on les envisage sur le long terme. Et donc, une réforme qui s'envisage sur le long terme, elle peut prendre en compte cette dimension-là et dire, à un moment donné, si on parle de politique, il faut bien qu'il y ait une volonté politique qui l'impose. Et donc, il faut qu'il y ait tout ce qui va s'accompagner pour faire passer ces mesures sur le long terme progressivement avec des politiques qui vont à la fois accompagner les agriculteurs, accompagner justement cette mise en place des circuits courts, accompagner des compensations, etc. Et puis, faire comprendre aux gens qu'en fait, on est en train de changer le monde. Et qu'à un moment donné, oui, effectivement, on va peut-être justement moins consommer d'essence. Enfin, en fait, je rappelle juste quand même que les gilets jaunes ont commencé à se révolter quand le prix d'essence était quand même encore 20 ou 30 centimes en dessous de ce qu'il est aujourd'hui. Justement, la révolte des gilets jaunes, c'est une illustration parfaite de pourquoi c'est une erreur stratégique majeure de mettre l'écologie au centre de notre logiciel, parce que les gens,
lambda, mais même moi d'ailleurs, est-ce que parce que en fait c'est très simple, hein, pourquoi les gens n'accepteront pas l'écologie quand ils seront confrontés au truc. Je vais y revenir, mais là, qui nous empêche, nous trois là, de consommer dans des circuits courts aujourd'hui? Personne. Absolument personne. On peut le faire si on veut. On peut aller voir l'agriculteur du coin, on peut aller dans une AMAP. L'État rend cela très difficile quand même, parce que tu sais que dans les exploitations de permaculture, par exemple, étant donné le droit social français qui taxe la main-d'œuvre à outrance, en fait, le fiscalisme français tue la petite exploitation paysanne et donc tue les circuits courts. Moi, je discute avec des paysans, engager une réforme. Non, mais on va être d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. La fiscalité française, en fait, on a le pire du socialisme et le pire du capitalisme, on va dire, en France. Donc voilà, on a le pire de chaque truc. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, actuellement qu'est-ce qui m'empêche, moi par exemple, j'achetais beaucoup bio ces dernières années. J'achetais beaucoup bio. Alors, c'était à Biocoop, c'était pas la petite entreprise, la petite ferme du coin, mais j'achetais beaucoup bio. Et j'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais moins d'argent, voilà. Et donc, la réalité économique a fait que du coup, j'ai acheté des légumes non bio. Ok. Et c'est la même chose pour toutes les choses qui vont arriver. En fait, quand il va y avoir une espèce de contraction économique pour une crise financière ou une crise structurelle ou une crise énergétique, que sais-je, qu'est-ce qui en premier va être liquidé? C'est toutes les règles écologiques à la con. C'est le bio qui va plonger. C'est et j'ai déjà employé cet exemple et je finirai là-dessus, mais c'est aussi toutes les règles écologiques de bon sens à l'heure actuelle, hein, qui empêchent l'exploitation du gaz de schiste présent en France. Okay, on a des réserves très importantes de gaz de schiste en France et on n'a absolument aucune possibilité de l'exploiter parce qu'on a des mouvements écolos qui sauteraient sur l'occasion pour tout faire péter. La réalité, c'est qu'après un hiver un peu dur, avec des morts à cause du froid, d'une crise énergétique et compagnie, je peux vous assurer que tout ça sautera. Et en fait, l'écologie, si on entre dans le monde de l'effondrement, on va dire, de la décroissance, etc., eh bien en réalité, l'écologie sera le dernier souci des gens. Le souci des gens, ça sera d'avoir du gaz de schiste, enfin du pétrole prélevé par fracking, et ça sera d'avoir des légumes non bio, parce que les gens, ils n'auront pas le choix. Et en fait, c'est pour ça que j'attire votre attention à vous deux, mais aussi à tous ceux qui regardent cette émission. Faire le choix de l'écologie, c'est un choix qui peut paraître bon comme ça à première vue, mais les gens qui sont eux-mêmes écolos déjà n'y croient pas, n'ont pas un mode de vie compatible avec tout ça. Et en plus, à la moindre crise économique, l'écologie sera mise à la poubelle. Voilà. Et ça ne sera pas dans la poubelle recyclable. Donc, voilà, pour moi, c'est important d'avoir cette chose-là en tête. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Victor, tu voulais réagir tout à l'heure. Peut-être que ce que je te dis là te fera réagir également. Mais, en fait, je pense que là, on envisage les choses de manière très désordonnée. C'est-à-dire, en fait, en gros, est-ce qu'on parle d'une réforme complète, en gros, de repenser, en fait, en gros, est-ce qu'on a une volonté politique de réinstaurer un autre modèle agricole? Et auquel cas, en fait, on va prendre en compte tous les obstacles actuels par rapport à ce modèle agricole. Moi, à chaque fois que je discute avec des paysans, on me dit, mais oui, mais en fait, moi, tout simplement, dans le modèle agricole tel qu'il est, j'aimerais bien faire du bio, mais c'est juste qu'en fait, je vais diviser mes rendements par deux. Et comme on est dans un système qui favorise un certain type de rendement, même s'il y a quand même des quotas, etc., on ne peut pas produire plus, etc., voilà, on est obligé de les revendre au black, enfin bref, voilà. Et donc, du coup, je suis coincé. Je ne peux pas changer parce qu'en fait, c'est le modèle de la politique agricole commune. Si on décide politiquement de choisir un autre modèle, c'est-à-dire finalement de relocaliser notre agriculture, de faire moins appel finalement à des apports, enfin à des importations, etc., et qu'on revalorise les circuits courts, on va mettre en place des aides qui vont permettre d'y arriver. C'est-à-dire qu'on va réorganiser nos budgets et on fera en sorte que l'impact de cette réforme agraire ne multiplie pas par 5 les prix du panier. J'aimerais bien, franchement, Victor, j'aimerais bien que sur ce point, il y ait une véritable analyse. Alors, je ne demande pas un truc ultra précis, mais quand même un minimum sérieux sur l'impact financier d'une réforme localiste, voilà, sur la question agricole, puisque là, tu t'es focus là-dessus. Franchement, j'aimerais bien qu'il y ait un travail un minimum rigoureux qui soit effectué là-dessus, parce que je pense que si on le fait, on va se rendre compte que ça va coincer un moment auprès des populations. Ouais, mais en fait, quand tu réfléchis à notre modèle agricole actuel, non, mais Nicolas,
Comme le disent les juristes, il faut inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire, il faut inverser la charge de la preuve. Démontre-nous que le système actuel est viable, va durer, alors que la plupart des ressources d'énergie il dont nous existe sommes depuis. entièrement Le dépendants système actuel. viennent de pays sur lesquels nous n'avons aucune prise, ou viennent d'endroits comme la calotte glaciaire ou les abysses, qui représentent un coût d'extraction supérieur à ce que nous avons connu jusque-là. Donc moi, je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus rien. Évidemment qu'il y en a beaucoup, mais enfin très difficilement accessible, très cher. Bref, bon, là-dessus, on va être d'accord. Mais voilà, démontre-moi que ce système actuel peut durer longtemps. Il y a quand même un truc qu'on a tous oublié, c'est que pendant le confinement, enfin la période covidiste, pendant 2 ans, on a vécu sans quasiment travailler en étant payé par l'État. C'est quand même un truc de dingue. Un jour, on va payer l'addition. Donc l'effondrement, à mon avis, il est à venir, mais je ne l'utilise pas moi comme argument politique parce que je pense que c'est stérilisant. Quand les gens pensent effondrement, en fait, ils n'agissent plus en politique. Donc moi, j'y crois personnellement et je pense qu'il faut se former à ça, mais je pense que ça ne doit pas être un thème de campagne. C'est extrêmement dangereux, ça nous rend lâches et veules. En revanche, je pense qu'on est dans l'effondrement depuis 50 ans. Enfin, depuis la fin des 30 glorieuses, on est dans l'effondrement. Mais tout coûte plus cher, de plus en plus de chômage, tout explose. Et en fait, on est dans une société de bulles, plus d'immigrés, plus d'impôts, voilà, plus de dégâts sur la nature. À un moment donné, est-ce que ça peut durer longtemps comme ça, ou est-ce qu'on va essayer de faire des choses petites mais accessibles qui vont produire du fruit? C'est pas tout ou rien. À un moment donné, il faudra fixer un cap. La politique, c'est fixer un cap. C'est pas empiler des mesures techniques que personne ne respecte parce que, comme tu le sais, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Simplement, je veux que ce débat ait lieu dans le cadre de que doit penser la droite de la question écologique et quelle place elle doit lui accorder. Et c'est pour ça que je dis attention aux grands discours qui sont Elle ne doit intenables. pas rester centrée sur l'écologie. Bah non, parce que si elle est centrée sur l'écologie, on arrive à des positions qui sont forcément décroissantistes, forcément intenables. Je me permets quand même. C'est un repoussoir aujourd'hui, l'écologie. Non, mais j'avais fait un test, parce que moi, j'aime bien le concret. Voilà. Quand on me dit il faut la décroissance, il faut consommer moins, il faut consommer autrement, etc., il faut un modèle plus sobre, il faut de la sobriété heureuse et compagnie. OK, alors j'ai fait un test qui est sur le site nosgestesclimat.fr, alors qui calcule, attention, c'est l'empreinte carbone. Donc je suis bien conscient que l'empreinte carbone, c'est pas du tout l'empreinte écologique au sens plus large, mais faute de mieux, c'est quand même un proxy qui est intéressant pour bien calculer ça. Et ce test-là, les amis, je l'ai sous les yeux, j'ai mis absolument tout à zéro. 0 voyage en avion dans toute ma vie, 0 km en voiture, 0 km en vélo, 0 vacances, 0 achat de vêtements neufs, de matériel informatique neuf, d'électroménager neuf, régime alimentaire 100% vegan, 100% local. Donc ça fait plaisir à tout le monde. 100% bio, enfin 100% petites exploitations. Vegan et local, c'est impossible déjà. Bon, non mais peut-être, mais j'ai mis vraiment tous les curseurs les plus. Non, mais tu vois que les indices sont totalement contradictoires. Non, mais écoute, c'est pas. Non, mais je dis pas que c'est parfait. Je dis juste qu'en tout cas, voilà ce que nous donne le résultat. Le résultat, c'est qu'il faudrait atteindre cette petite ligne pointillée de 2 tonnes équivalent CO2 en 2050. Et en mettant toutes ces choses-là bout à bout, on arrive à plus de 2,5 tonnes. Alors, il y a le poids des services publics qui fait 1,6. Donc, si on en retire la moitié, en se disant que l'État va faire un espèce de Big Bang écologique, on peut se dire qu'on arrive à moins 800 et donc on descendrait tout juste en bas de la barre de l'objectif. Mais ce que je veux dire, c'est que certes, ce n'est pas une mesure parfaite parce que la mesure d'empreinte carbone n'est pas parfaite pour bien comprendre tout ça, mais c'est quand même un outil de mesure qui permet au doigt mouillé de voir à peu près ce que ça donnerait une politique vraiment écologiste à 100%. Et c'est pour ça que… Justement, ce n'est pas de la politique du tout pour moi. Là, tu tombes dans le piège de l'environnementalisme d'État qui veut faire porter sur le dos des gens un fardeau que eux, en termes de réforme politique, n'assument pas. Ceux qui non, c'est pas ça. Qui créent un déséquilibre. Je suis pas dans la politique. Ce sont les multinationales et les administrations. C'est pas toi, Nicolas, et c'est pas moi non plus. Non, mais voilà. Bon, là, on tombe dans le piège, là, en fait. Non, je suis dans le concret. Effectivement que les multinationales devront faire des efforts, que les entreprises devront faire des efforts, que l'État devra faire des efforts. C'est pas le sujet. Mais moi, je dis juste, quand on demande des efforts aussi aux gens, il va falloir que les gens fassent des efforts à un moment. C'est logique. On ne peut pas continuer notre vie. Et ne serait-ce que si les multinationales font des efforts, rien aux gens. On n'a rien à demander un impact. Aux gens. Mais écoutez, en tout cas, bon, moi, je poursuis mon raisonnement parce que je pense qu'il est important. Concrètement, ça veut dire que l'effort demandé aux gens est monumental pour arriver à quelque chose qui soit… Alors là, on parle du climat, mais si je vous dis, c'est un bon proxy, à mon avis, pour avoir l'harmonie avec l'écologie radicale, on va dire.
Et donc, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, parce que de toute façon, ça n'arrivera jamais. Mais si on met l'écologie au centre de tout, voilà vers quoi on arrive, vers une société de la privation et de l'appauvrissement. Et je dis ça parce que c'est très important d'avoir ça en ligne de mire. Premièrement, c'est injustifiable, il n'y a quasiment personne qui l'accepterait. Et même les personnes qui se font les héros de l'écologie, que ce soit à droite ou à gauche, hein, ne sont pas irréprochables sur ce point-là. Ils ne sont pas à ce point-là de non-consommation, etc. Et donc, en réalité, pour moi, et c'est pas la même chose d'ailleurs sur le climat. Le climat, les amis, moi j'ai une théorie très simple là-dessus. Mettons que le réchauffement climatique soit 100% dû à l'homme, à l'activité humaine. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais passons, admettons-le. En fait, malgré tous les grands discours des écolos, y compris à droite d'ailleurs, hein, on s'en foutra des degrés qu'on prendra. Voilà. Il n'y a aucune chance que l'humanité renonce au confort, au progrès technique, etc., qui est aujourd'hui disponible, et on ira chercher jusqu'à la dernière goutte de pétrole exploitable, parce que nous sommes drogués au pétrole, nous sommes drogués au confort, et qu'il n'y a aucune chance pour que quelques degrés de plus jouent là-dessus. Et en fait, c'est la même chose pour l'écologie, la pollution, le plastique, etc. Ce sont des choses, effectivement, il faut absolument améliorer les choses, bien entendu. Je veux dire, il ne faut pas déconner. Il y a évidemment des initiatives à prendre pour améliorer grandement la situation. Mais on ne pourra pas assumer de mettre l'écologie au centre de notre idéologie. Voilà. Et c'est une direction que certains prennent à droite en ce moment. Et je dis attention, parce que si on prend cette voie-là, on peut aller vers des choses qui sont insoutenables et qu'on ne peut pas assumer. Voilà. Donc c'est pour moi quelque chose qui est important à prendre en compte dans ce débat. C'est que concrètement, quand on va dans le concret, que ça soit sur l'écologie pure, le climat ou même le localisme, je suis désolé, mais il y a quelque chose qui bloque. Je trouve que concrètement, on n'arrive pas à être percutant, pertinent, mais ça vaut pour la gauche aussi. La gauche, les solutions de la gauche, c'est complètement fou. C'est du communisme pur. Là, pour le coup, c'est le pass climatique et le pass environnemental. Donc là, c'est du délire absolu. Mais le fait est que malheureusement, et je vais finir là-dessus parce que pour moi, c'est la fin logique de tout le développement que j'ai dit, on ne peut pas revenir au monde d'avant pour toutes les raisons que j'ai évoquées en préambule sur l'Ancien Régime, c'est absolument pas possible. On ne peut pas mettre l'écologie au centre absolu de notre ligne idéologique parce que ça serait une erreur stratégique monumentale, parce que l'écologie bientôt sera balayée par la crise économique et en plus, parce que même si ce n'était pas le cas, c'est infaisable. Et donc, il ne nous reste qu'une seule voie à mes yeux, et ça ne vous plaira pas forcément, mais c'est d'essayer de guérir notre fièvre adolescente de la consommation, de remettre des limites, mais tout ça dans le cadre du progrès et de la modernité et de cette société dans laquelle nous vivons. Il faut l'améliorer, mais il ne faut pas la sacrifier. Voilà. Il faut non pas mettre l'écologie au centre de notre logiciel, mais le mettre dans un coin important, voilà, mais mettre le progrès, la recherche de l'excellence, la lutte contre le gauchisme, qui nous empêche toute issue favorable à cette crise, parce que si on n'en finit pas avec le gauchisme, ça veut dire qu'on a des jeunes générations de plus en plus bêtes, on a de plus en plus d'immigration extra-européenne qui fera plonger notre pays et qui rendra des solutions technologiques complètement impensables. Bref, donc il faut en finir avec le gauchisme, remettre l'excellence au centre de tout, remettre notre énergie créatrice, innovatrice d'Européens au service d'une solution à cette problématique civilisationnelle qui nous attend dans quelques décennies. Mais on ne peut pas le faire en se disant on va vers une société de la sobriété heureuse, parce que dans le concret, cette sobriété, même vendue positivement et heureuse, eh bien, c'est une société de l'appauvrissement et de l'effondrement, contrôlé, mais de l'effondrement quand même. Donc c'est pour ça que moi, je veux qu'on fasse gaffe là-dessus. Voilà. Bon, j'en ai fini pour mon développement. Victor, si tu veux réagir un peu là-dessus. Je comprends tes craintes et tes limites par rapport à ça. Il faut faire vite parce qu'on a exposé le temps qu'on s'était fixé. C'est pas grave, on peut continuer un peu. Mais moi, il me semble. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, parce qu'en fait, bon, quand on parle de politique, etc., on peut tout imaginer, parce que, il y a des milliers de paramètres qu'on contrôle pas et qui nous échappent à bien des égards.
Moi, il y a deux choses qui me semblent vraiment importantes, enfin, en tout cas sur lesquelles j'invite ceux qui nous regardent à creuser un peu le sujet. C'est premièrement envisager l'écologie non pas sur les questions abstraites de carbone, de climat, mais à réfléchir à ces questions-là sur les termes d'agroécologie, de localisme, de souveraineté alimentaire, de lutte contre la brevetabilité des semences, d'une transparence sur la provenance des importations, etc. Là, c'est des choses concrètes et qui me semblent être des mesures qui peuvent inspirer des politiques actuelles. Et puis, ensuite, c'est pas à l'échelle politique, pour le coup, à l'échelle individuelle, c'est qu'en fait, cette sobriété, on peut tenter de la vivre nous-mêmes, non pas pour réduire je ne sais quelle empreinte carbone, sauver la planète ou je ne sais quoi dont j'en ai rien à foutre, tout simplement le vivre pour soi-même parce que ça a plus de sens. Parce qu'en fait, à un moment donné, si on retrouve une juste mesure et une vertu dans sa propre vie, une certaine forme de sobriété, de réussir à se libérer d'une certaine forme de dépendance, de retrouver quelque chose de plus sain et de plus sobre dans son existence, je pense qu'on sera on peut plus heureux et on peut plus humain, tout simplement. Mais il ne s'agit pas d'un slogan politique, il ne s'agit pas d'une mesure pour sauver le climat ou je ne sais quoi, il s'agit simplement de quelque chose pour soi-même et pour rester des êtres humains, et de quelque chose, à mon avis, de profondément chrétien et européen. Ok, Julien, si tu veux réagir. Oui. Alors bon, d'une part, moi je te rejoins pas sur l'opposition systématique à tout ce qui est produit par la gauche. Je pense qu'il y a des gens de gauche et qu'il y a même des savants qui s'intéressent à la question, qui sont très compétents. Là, je viens de finir notamment un bouquin paru en 2019 de Marc Dufumier. Alors on parle d'écologie, c'est facile à retenir comme nom. Lui, il est professeur d'agronomie. Il a été à la tête de la chaire d'agriculture comparée à AgroParisTech. Et lui, il estime qu'on peut nourrir avec l'agroécologie, et c'est un peu plus compliqué qu'un pur retour au bio, 10 milliards d'êtres humains sans aucune difficulté. C'est pas qu'un délire de gauchiste. À un moment donné, il y a des gens qui ont bossé sérieusement là-dessus et dont on ne parle absolument jamais. Il y a des paysans qui ont... voilà. Alors non, oui, voilà, c'est lui, entre autres. Il y en a d'autres. Il y a des paysans qui développent des initiatives pour nourrir des tomates ou des patates avec le minimum d'eau, avec des moyens mécaniques ou technologiques mesurés. Ces gens-là ne reçoivent pas de Légion d'honneur, ces gens-là ne sont pas invités à Matignon, ces gens-là ne parlent pas dans les lycées agricoles. Donc en fait, il y a des compétences. Il y a des gens qui sont compétents, on les met strictement jamais à l'honneur, et ça, c'est très concret. Et la droite est paresseuse. La droite considère que non, en fait, ces gens-là vont sur une mauvaise voie, ils nous entraînent vers le wokisme. C'est pas le cas du tout, en fait. On connaît très mal ce milieu-là. Moi-même, je ne suis pas un technicien de la question. Donc, je pense qu'il y a un problème de paresse intellectuelle. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je finirai là-dessus. Encore une fois, je pense que, tu vois, dans l'exemple que tu citais au sujet du test gouvernemental, ça doit être un truc public. En fait, c'est comme si on disait à quelqu'un, ouais, est-ce que tu peux vivre avec, je sais pas moi, avec la morale sexuelle de l'Église tout en vivant dans un bordel? C'est pas possible. En fait, dans la France actuellement, tu peux pas vivre de manière écologique parce que rien n'est fait pour ça. Les réformes n'ont pas été engagées pour ça. La métropolisation, le coût de l'essence, le coût de la fiscalité, il y a 1000 obstacles logistiques liés au transport, etc., notre politique sociale qui nous empêchent de vivre de cette question. Moi, je pense qu'il faut revenir à la politique. Il faut arrêter de parler des changements individuels. Il en faut, mais ce n'est pas le sujet du jour, donc j'en parlerai pas. Mais je pense qu'il y a c'est un sujet politique. C'est-à-dire que la réforme de la PAC, c'est un sujet politique. La question de l'euro, c'est un sujet politique. Si on n'a pas de souveraineté monétaire, on n'a pas de souveraineté économique. Si on n'a pas d'autonomie alimentaire, ça sert à quoi d'avoir une autonomie politique? Un fruit et légumes sur 2 consommés en France aujourd'hui, il est importé. Comment on peut être souverain politiquement si on n'est pas souverain économiquement? Donc tout ça, c'est des questions politiques. Je te rejoins, on ne va rien imposer aux gens s'il n'y a pas de réforme politique globale. Ça, c'est clair et net. Et c'est ça, à mon avis, qui doit préoccuper nos réflexions. Mais oui, le problème, c'est que je ne comprends pas comment tu veux vendre cette réforme-là aux gens, alors même que les militants écolos ont, dans l'écrasante majorité d'entre eux, un bilan carbone qui est quand même très important, ont un smartphone, des chaussures Nike, et que les apôtres de la décroissance, que ce soit dans nos camps ou dans notre camp ou dans l'autre, prennent souvent l'avion, n'ont pas du tout le rythme de vie de leur discours. En réalité, le discours écologique, et c'est pour ça que je dis qu'il faut s'en méfier, c'est que c'est un discours, c'est une posture qui est très vertueuse en apparence, mais dont les gens ne veulent pas concrètement. Alors,
Évidemment, attention, c'est ce que je te il dis. s'agit de faire en sorte que le petit ruisseau de son enfance soit préservé. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais quand il s'agit de faire des efforts très importants, comme ceux qui sont normalement nécessaires, si on va au bout des choses et qu'on met l'écologie au centre de notre idée, là, on a besoin de faire des changements extraordinairement importants, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau des grandes entreprises ou au niveau particulier, personnel. Les gens n'en veulent pas. Donc, comment imposer ce changement de civilisation, en fait? Comment convaincre les gens? Ah ben, ça revient à dire qu'en fait, en gros, à part une dictature écologique, où en gros, on continue tout simplement d'aller dans le mur, il n'y a pas effectivement 30 000 alternatives. Pour moi, Victor, pour moi, il n'y a qu'une seule alternative, c'est de détruire le gauchisme, de guérir notre ferveur adolescente, notre fièvre adolescente consumériste, et sauver le monde actuel en essayant de développer des alternatives par la recherche, le développement, la science, le progrès, la technique, etc. Sinon, effectivement, ça sera l'effondrement. Mais pour moi, il n'y a pas d'autre alternative puisque les gens, ultimement, ne veulent pas des alternatives. Et c'est ça l'impasse dans laquelle on peut se diriger à droite si on n'est pas mature sur cette question-là, à mon avis. Et en même temps, tu disais toi-même sur Radio Courtoisie que un gouvernement avec l'ingénierie sociale déployée pendant le confinement a réussi à faire rentrer dans la tête des gens des choses qu'on n'aurait pu jamais imaginer. Et moi, je suis pas du tout machiavélique, donc il y a certains moyens auxquels je répugnerais d'utiliser. Alors, je pourrais paraître pour être un kantien ou je sais pas, enfin quelqu'un voilà qui a les mains pures et qui n'a pas de mains. Mais néanmoins, je pense quand même que sur le temps long, mais après, en fait, encore une fois, je dis je pense, en fait, j'en sais rien, qui a raison, qui a tort. Enfin, en fait, on fait chacun que envisager des futurs possibles. Ouais. Mais qu'en tout cas, sur du temps long, en fait, des choses qui répondent à des besoins concrets, tout simplement, ne serait-ce que, voilà, encore une fois, notre souveraineté alimentaire, et je pense que ça, des gens sont capables de le comprendre, que les circuits courts, je pense que beaucoup de gens sont capables de les concevoir, et avec aussi un peu une forme d'éducation sur ce mode de vie et sur ce mode de consommation. Et encore une fois, on n'envisage pas un changement éclair du jour au lendemain, comme si on appuyait sur un bouton et tout d'un coup, tout allait se transformer. Mais si on envisage ça sur des politiques qui vont durer 10, 15, 20 ans, encore une fois, comment est-ce qu'on en est venu au productivisme? On n'en est pas venu du jour au lendemain. Il a fallu des années et des années pour que... Oui, mais parce que le productivisme, c'était quelque chose qui améliorait la vie des gens. Alors que par contre, si tu fais des circuits courts et que tu en finis avec les supermarchés, hypothèse maximaliste qui n'est sans doute pas la vôtre, hein, j'en conviens, mais allons, poussons le raisonnement jusqu'au bout. Et ben, ça veut dire qu'en gros, il y a plein de gens qui, après la journée de boulot, ils allaient au supermarché, ils avaient tout. Ils avaient le gel douche, ils avaient les légumes, ils avaient la petite bouteille de rouge qui va bien, et tout était réuni. C'est un gain de temps énorme, un supermarché. Et donc, du coup, évidemment que le productivisme, c'est bénéfique pour l'organisation de la société parce que ça fait gagner du temps et de l'argent d'ailleurs. Est-ce que tu trouves que l'homme moderne aujourd'hui vit véritablement de façon confortable avec le temps? Moi, j'ai l'impression qu'il court après le temps. La paperasse, la bureaucratie dans les entreprises, comme dans le public, nous fait courir après le temps. En fait, c'est l'effet rebond. Il y a eu des études comme ça, on a pu vérifier qu'une ménagère dans un supermarché, quand il y a une promotion de 50%, en fait, elle va pas se contenter de la promotion, les 50% qu'elle a gagné, elle va consommer. Bon, ben, en fait, c'est pareil avec tout ce que nous, avec l'organisation globale de l'économie. Tout le temps que l'on gagne avec des échangeurs autoroutiers, etc., en fait, on le perd parce qu'en une après-midi, on va amener la petite au conservatoire, aller boire un coup, puis travailler, aller à la messe le matin. Bon, ça, c'est très bien. On va multiplier les activités comme ça parce qu'on a du temps. En fait, c'est une course sans fin. Moi, je pense que l'homme moderne, il n'a plus le temps. L'homme moderne, il craque parce qu'il ne fait pas le tri, en effet, dans ses besoins. La question centrale, c'est la question des besoins. Et alors là-dessus, et c'est là où peut-être ça paraîtra pessimiste, mais je pense que c'est un peu comme la surpopulation. Il y a des questions qui n'ont pas de réponse politique idéale. Mais c'est pas possible. Moi, contrairement à beaucoup de catholiques, je pense qu'il y a eu une exponentielle dans la population mondiale depuis 2 siècles qui est quand même pas normale. C'est pas normal. Mais j'ai pas de solution politique parce que la solution politique, c'est le totalitarisme. C'est obliger les gens, choisir qui a le droit de faire des enfants ou non. Mais en revanche, je pense que toute vérité est neutre. Et donc, j'admets, comme toi, je crois, qu'il y a un problème. Il y a un problème, évidemment. Mais politiquement, tu n'as pas de solution et moi non plus. Mais déjà, avant les frontières, c'est résoudre le volet français du problème.
Non, mais très intéressant, et peut-être qu'on va conclure là-dessus vraiment, les amis, si vous avez un petit peu de temps, mais c'est quelques minutes simplement. Mais en fait, là, on a parlé de l'écologie, de la mettre au centre de la politique à droite ou pas. Le problème aussi, si on met l'écologie au centre de notre logiciel, qu'on en fait en tout cas un des piliers, c'est qu'on se retrouve très vite à avoir quelque chose qui est de l'ordre de la décroissance, ou en tout cas de la consommation plus vertueuse, donc de la baisse de la richesse produite, et donc de crises qui peuvent arriver. Mais à la limite, c'est pas tant le problème. Le problème, c'est que si on se dit, nous, on va consommer moins de pétrole pour préserver la planète, si on va se couper un peu du marché mondial parce que pour notre autonomie alimentaire et compagnie, on se retrouve dans un monde qui, lui, continue d'avancer. Et c'est là où j'attire votre attention là-dessus. Jusqu'à quand et jusqu'où? Non, mais jusqu'à quand peut-être? Non, mais ça, c'est encore une autre question. Mais j'attire votre attention là-dessus. Est-ce que faire le choix, alors, de la décroissance, quel que soit le mot, on peut choisir un mot différent, hein, mais est-ce que faire le choix de la décroissance, faire le choix de mettre l'écologie au centre de tout, avec les conséquences concrètes que beaucoup de gens ont du mal à admettre et à évoquer, mais qui sont pourtant là, est-ce que c'est pas se condamner à disparaître, ou en tout cas à voir notre puissance, au terme le plus polysémique possible, hein, française, et même européenne, voire même occidentale, si les Occidentaux font ce choix-là, à voir cette puissance-là disparaître. Victor, est-ce que finalement, mettre l'écologie au centre de tout, alors là on parle c'est un débat d'esthète, hein, mais est-ce que c'est pas une forme de suicide civilisationnel par rapport à d'autres civilisations qui, elles, n'auront pas cette pudeur-là? Nicolas, en fait, je pense qu'il y a des nuances entre le retour à la bougie Oui, ouais. et le transhumanisme. En fait, je pense qu'on peut tout à fait moduler et faire des choix de société et des choix civilisationnels, des technologies et des champs, on pourrait dire, de la technique, que l'on décide de conserver, et ceux dont on décide de se séparer parce qu'ils sont nuisibles et parce que finalement, ils nous coûtent plus qu'ils nous rapportent. Et donc, dans cette, on pourrait dire, tension entre, d'un côté, on pourrait dire la puissance et cette nécessaire souveraineté à la fois militaire, énergétique, qui nous permet de résister dans le jeu géopolitique, etc., par rapport à la volonté de puissance que peuvent avoir nos concurrents, et bien qu'on peut faire des choix stratégiques et décider de certains secteurs qui sont des secteurs de développement et progrès technologique, de les conserver, et sur un certain nombre de choses qui nous paraissent être nuisibles, que ce soit tant dans l'alimentation que dans le loisir, etc., sans passer, parce qu'on a décidé tout simplement de faire tel choix. Mais encore une fois, pour faire ces choix-là, il faut une vision de l'homme, une vision du monde, et tout ça, que ce soit alimenté effectivement par un ethos qui puisse nourrir un peuple. Et à l'heure actuelle, on n'en est pas là, évidemment. Et encore une fois, ce qui revient un peu au slogan continu d'Academia Christiana, il faut commencer par refaire un peuple avant d'avoir une majorité électorale. Mais bon, là, c'est autre chose. Non, mais très intéressant, effectivement. Julien, si tu veux rebondir un petit peu là-dessus. Nicolas, ouais. Vas-y. Oui, moi je ne mettrais pas l'écologie au centre, déjà parce qu'on en a tous une définition différente. Et donc ça, c'est un vrai problème. Moi, je mettrais la question de l'homme au centre et la question de la souveraineté économique. En fait, il n'y a pas de souveraineté nationale s'il n'y a pas de souveraineté économique. Et juste si on s'applique au programme du Rassemblement national, qui est assez timide parce qu'on ne touche pas à l'euro, on ne touche pas à l'Union européenne, rompre avec un certain nombre d'accords de libre-échange, c'est déjà diminuer, à mon avis, le quart de nos choix de consommateurs dans un supermarché. C'est déjà énorme, en fait. Donc déjà, rompre avec ces accords de libre-échange-là, c'est nous forcer à retrouver ce chemin de la souveraineté. Ce chemin de la souveraineté, on en parle depuis la question du Covid, de la pénurie de masques, de vaccins, etc. Donc en fait, aujourd'hui, notre discours, il est dans toutes les têtes en réalité. Ce discours de la souveraineté et de l'autonomie, il est absolument dans toutes les têtes. Mais il faut toujours garder un petit peu, c'est notre conscience, c'est notre objectif, c'est notre conscience morale, même si c'est pas un programme politique. À mon avis, une idée claire, c'est que la croissance économique a fait la puissance de l'Occident, elle fait aussi son malheur, dans la mesure où transformée en idéologie, c'est-à-dire au-delà de la simple recherche de prospérité qui est légitime, mais rechercher en pur indice économique absolu pour expliquer notre santé nationale, en fait, c'est mortel, parce qu'on n'a jamais été aussi puissant, on n'a jamais vécu dans un tel confort, mais il n'y a jamais eu autant d'abrutis, d'obèses, de gens stériles, et tout ça, c'est les externalités sanitaires du capitalisme de la croissance. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu le mets de côté ou est-ce que ça fait partie de l'équation politique? Ça doit faire partie de l'équation politique. Aujourd'hui, si on mettait, comme tu l'as très bien dit, tous les moyens médiatiques
médiatique, financier qu'on a mis contre le tabagisme, contre certains produits industriels, certains conservateurs ou autres, on peut, sans ramener les gens à la bougie, en tout cas leur faire retrouver le chemin de la santé. En fait, l'objectif numéro 1 quand même de la politique et d'un État, c'est de faire en sorte que le peuple gagne en santé, en qualité. Tout à fait, ça c'est très clair. Non, mais je suis totalement d'accord. Effectivement, il y a une ligne où on peut de convergence, c'est-à-dire que dans un premier temps, je pense qu'effectivement, on pourrait. Alors là, pareil, c'est débat d'esthète, parce que pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, je pense que ce programme-là ne pourrait jamais être mis en place, programme écologique ou de rupture civilisationnelle, parce que même de déchirer les traités de libre-échange, pareil, l'idée est belle, mais ça se trouve, c'est très bien, et ça serait positif à plein d'égards. Mais là encore, j'aimerais bien qu'on me dise concrètement ce que ça voudrait dire, parce que sur le papier, c'est beau, mais il y a plein de choses qui sont belles sur le papier et qui, dans la réalité, le sont un peu moins. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est vrai que chercher à faire de l'homme français, européen, occidental, voilà, par étapes, quelqu'un de plus en plus en bonne santé et qui a de plus en plus de sens à sa vie, je trouve que c'est effectivement une très bonne chose. Après, est-ce que tout le monde est fait pour avoir la même notion du sens? Est-ce que là, on ne projette pas, nous, notre propre grille d'analyse de personnes intelligentes, sensibles, etc. Et on se rend pas. Et est-ce qu'on ne la plaque pas sur tout un ensemble de personnes qui malheureusement ne peut pas avoir la même grille de lecture du monde? Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une question intéressante. En tout cas, voilà, le débat est ouvert. Donc, moi, je suis quand même persuadé que l'écologie, c'est quelque chose qui est très important. Stratégiquement, déjà, c'est super important de l'avoir dans son panel, on va dire, politique, parce que c'est attendu par les gens, même si au fond, à mon avis, ils sont dans la posture et que concrètement, ils n'ont pas envie d'être écolos. Mais en tout cas, c'est attendu par les gens et donc il faut en parler. Il faut structurer une pensée autour de ça. Par contre, en faire l'alpha et l'oméga, ou en tout cas un pilier de notre idéologie, c'est à mon avis une très grave erreur. En tout cas, je suis ouvert au débat là-dessus. Je pense que c'est intéressant. Parce que, comme vous l'avez dit, et c'est ce dont on a convenu ensemble, en fait, c'est qu'on n'a pas de solution à la crise énergétique, des ressources, de la société de consommation, etc., qui arrive. Alors, on n'a pas de solution clé en main et donc on se retrouve à devoir tâtonner un peu. Donc, si on n'a pas de solution, il va falloir en trouver. Je ne sais pas comment. Ça peut être la foi, ça peut être le retour du sang, ça peut être la dictature. C'est pas ce que je souhaite, mais ça peut être une solution. Ça peut être le progrès technique qui est mis au service de cette crise. Ça peut être l'effondrement qui ferait renaître les chevaliers, les héros, la misère aussi, mais qui ferait peut-être renaître notre monde. Bon, moi, je ne suis pas partisan du tout de ça, mais en tout cas, voilà, c'est des choses qu'on a pu entendre dans cette émission, et pourquoi pas, après tout, envisager intellectuellement tout ça. Mais le fait est qu'on a malheureusement assez peu de prise sur les événements et que on a l'impression d'être un peu pris dans une voiture qui fonce vers le précipice, et ça va être chaud pour l'éviter. Voilà. Mais en tout cas, on a déjà un peu débroussaillé les choses. Les amis, si vous voulez conclure en un mot, peut-être Julien, en un mot, si tu veux conclure. Ouais, moi je pense à une phrase de Chesterton. Il a écrit un livre très intéressant, Plaidoyer pour une propriété anticapitaliste. Il explique que le capitalisme a détruit la petite propriété, et propriété privée en général. Et en fait, il dit, avant de penser à calquer des solutions mécaniques parfaites, bien huilées sur des problèmes complexes, des problèmes de civilisation qui ont des siècles d'âge et qui nous dépassent, pensons déjà à arrêter le poison. C'est-à-dire que arrêter le poison, arrêter de s'empoisonner, et on en a donné quelques exemples avec les pesticides, on pourrait aller très loin, arrêter de s'empoisonner, en fait, c'est déjà un début de réforme politique. Voilà. Et Victor, si tu veux conclure. Moi, j'ai envie de conclure en disant, écoutez, chers amis, venez au colloque qui aura lieu donc samedi 4 novembre à Paris. Je pense que c'est effectivement une question, comme ça a été l'objet de cette longue émission qui suscite beaucoup de questions sur lesquelles on n'a pas forcément toutes les réponses, mais il est temps justement de s'en emparer, il est temps de travailler cette question, de réfléchir, de proposer des solutions, même si elles sont pas à la hauteur des enjeux, même si elles peuvent paraître humbles. Moi, je crois beaucoup dans les petites initiatives.
parce qu'encore une fois, souvent, en fait, c'est notre impuissance nous réduit encore plus à l'impuissance. C'est-à-dire qu'en fait, comme on veut sauver la planète, on se rend bien compte qu'on en est incapable, du coup, on renonce à toute chose. Or, si on commence déjà par s'occuper de ce qui est autour de nous, de ce qu'on peut faire à notre petite échelle, eh bien déjà, on commence par agir et par faire des choses intéressantes. Et je vois vraiment dans mon entourage déjà des choses qui sont intéressantes, qui méritent d'être portées à la connaissance de tous. Et c'est ce que tu fais d'ailleurs, Nicolas, dans ton travail. Donc voilà, donc je pense que voilà, rencontrons-nous, continuons de discuter de ça, continuons à travailler à des solutions. Et puis, c'est le mot de conclusion du livre d'Olivier Rey, Une question de taille. Eh bien peut-être que voilà, on sauvera pas le monde, mais au moins on aura peut-être réussi par nos choix de vie, nos manières de faire à donner un sens à nos existences, et un avenir nous sera donné par surcroît. Ok, bah écoutez, c'était un plaisir de vous recevoir. Alors, je précise pour conclure aussi peut-être qu'effectivement, il y a de l'espoir quand même. On a déjà cette prise de conscience écologique, pas dans le sens écologie radicale qui nous mènerait vers la décroissance et l'effondrement, mais on a déjà cette prise de conscience de nos erreurs passées, des 30 glorieuses et des années qui ont suivi et qui ont marqué effectivement une folie consumériste qui était normal et excusable, j'ai envie de le dire, parce que nous étions confrontés pour la première fois de notre histoire à un monde d'une abondance extraordinaire. Et donc, ce n'est pas illogique qu'il y ait eu ces excès, mais déjà, par le retour de l'écologie, par des projets comme par exemple celui que je prends souvent pour illustrer tout ça, celui de Ocean Cleanup, qui est un projet mené par des Européens pour nettoyer les océans des continents de plastique qui sont déversés dans les fleuves, souvent par des non-occidentaux d'ailleurs, mais enfin passons, c'est encore un autre sujet. Voilà, il y a des choses qui existent et moi je suis persuadé, et ça plaira peut-être pas forcément à tous ceux qui regardent cette émission, mais que c'est pas en regardant vers le passé, consciemment ou non, mais plutôt en acceptant le progrès et la modernité qu'on arrivera à sauver des choses, qu'on arrivera à sauver la situation. En tout cas, voilà, il y a un petit peu d'espoir, même si la situation n'est pas parfaite. Bref, pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller en description. Vous avez le lien sunriseshop.tube qui vous permet d'acheter une œuvre qui, en plus de récompenser le travail d'un artiste, permet de soutenir la chaîne. Vous avez par exemple, ça plaira à nos amis catholiques, cette affiche Retake Constantinople, reprendre Constantinople, qui a été réalisée par Guillaume Antoine et qui est disponible sur le site. Et puis vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee. Vous avez le lien en description, donc n'hésitez pas. Merci Julien, merci Victor d'avoir été présent pour cette émission qui a été longue mais riche. Et écoutez les amis, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous.